Tous les lundis à 21 h. Et pour m'accompagner ce soir, j'ai l'honneur, l'extrême privilège de recevoir Manu, Emmanuel Trumer, toujours là, toujours fidèle au poste. Salut Manu. Salut Nico, salut Ilan, salut à tous. Et donc, comme tu viens de le dire Manu, nous avons Ilan avec nous. Salut Ilan. Bonsoir, comment allez-vous? Ça fait un plaisir de revenir sur les lives. Ça faisait un petit moment que voilà, j'étais pas très loin, mais j'étais pas là, donc un plaisir de revenir en live avec vous. Eh oui, très heureux de t'accueillir, mon jeune Ilan, n'est-ce pas, pour nous parler quoi? Mercato, c'est ça? D'après ce que j'ai compris. Allez, dis-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ouais, exactement. Du coup, le live sera coupé en deux parties. Donc une partie où on va parler des grosses actualités mercato de ce lundi soir. Donc forcément, depuis 20 h, le mercato est fermé. Après, il y aura une deuxième partie qui sera présentée par Nico. On reviendra comme habituellement, j'ai envie de dire, sur les rencontres qui se sont passées ce week-end. Alors première info qui est arrivée il y a à peu près 10 heures, le PSG et Manchester City se sont mis d'accord pour Gianluigi Donnarumma. On parle d'un transfert à peu près 30 millions d'euros pour peut-être le meilleur gardien d'Europe. Pour toi, Manu, est-ce que ça te choque de voir Donnarumma partir du côté de Manchester City? Non, non, ça me choque pas parce que de toute façon, Luis Enrique n'en voulait plus au PSG. Il n'y a pas eu d'accord sur le contrat. Il restait un an de contrat, donc on savait qu'il allait partir. Ce qui est un peu plus étonnant, c'est la destination, comme tu l'as dit, Manchester City, parce que le coach de Manchester City, c'est pas le registre de gardien qu'il a l'habitude d'avoir et qu'il aime avoir et qu'il aime aller chercher. Là, on parle d'un gardien qui est vraiment à l'opposé de ce que cherche Guardiola. Donc c'est ça qui est un petit peu étonnant, mais moi je trouve ça très bien parce que un petit peu à l'image d'Haaland quand il est arrivé, c'était vraiment pas dans dans la matrice de Guardiola au moment où Haaland arrive à City. Et pourtant, il avait transfiguré cette équipe et c'est avec cette arrivée en grande partie qu'ils ont remporté la Ligue des Champions. Et là, je pense que l'arrivée de Donnarumma, ça peut faire passer un autre cap. Alors, il faut que ça matche parce que, encore une fois, avec Guardiola, c'est compliqué. Lui, il demande beaucoup de choses au pied à ses gardiens et avec Donnarumma, c'est pas tellement ça. Mais en même temps, moi, j'ai jamais vu un gardien aussi fort sur sa ligne à City que Donnarumma. Donc, je suis content. Pour moi, il le fallait absolument. Et même si Guardiola n'est peut-être pas à l'origine de ça, bah, pour moi, c'est très bien. D'avoir Donnarumma dans tes buts et Haaland devant, c'est deux atouts incroyables. Donc, pour moi, c'est très bien. Nico, est-ce que toi, ça te surprend aussi? Parce que c'est vrai que Donnarumma, ce n'est peut-être pas ce qu'il signe à City. Et ma question, ça va être la suivante. Est-ce qu'on est peut-être sur le plus gros coup de ce mercato? Parce que 30 millions pour un gardien comme Donnarumma qui sort d'une telle saison, on peut limite appeler ça un mini braquage, quoi. Oui, surtout qu'on parle de l'APL. Forcément, on Mm. s'attendait à peut-être plus d'argent mis sur la table. Faut croire que côté PSG, on n'est pas trop gourmand et qu'on a voulu pas chipoter sur le prix. Euh, Peut-être que aussi, par rapport à ce qui s'est passé, voilà, ils n'avaient pas trop envie d'envenimer la situation avec Gigio. Un Euh, an de contrat, un an de contrat surtout. oui, c'est vrai. Donc, mais bon, peut-être que voilà, un gardien de son calibre aurait peut-être coûté un petit 40-45 potentiellement. Ça aurait pas été non plus déconnant. Après, moi, je pense que c'est une destination rêvée, en tout cas pour Gigio. Euh, Pep, lui, enfin, il va sûrement être ravi de l'avoir dans le sens où on a vu les derniers gardiens de City, c'est pas ouf ouf. Il avait trouvé son gardien avec Ederson, mais là, je pense que voilà, il fallait changer. Et donc, qui est à même de rassurer à ce niveau-là, ben ouais, forcément. Tidjo, on l'a vu, hein, il est capable d'être à un très très haut niveau, puisque avec toutes les parades qu'il a faites pendant la campagne de Ligue des Champions, je pense pas que le PSG aurait pu le faire sans lui. Donc à partir de là, oui, très bon coup de la part de City. Ouais, non, c'est vrai que c'est un gros coup et que si un début de mercato m'aurait dit que Donnarumma serait parti,
J'aurais peut-être pas dit Manchester City. Et à contrario, du coup, Ederson, il me semble qu'il est parti du côté du Fenerbahçe, hein, si je dis pas de bêtises. C'est possible, j'ai pas suivi. Je te fais confiance. Ok, il y a un autre club de Ligue 1 qui a fait sensation, c'est le Paris FC, donc l'autre club de Paris, avec du coup, alors attendez, Amari Traoré et Jonathan Ikoné qui sont partis du côté du club parisien. Je vais pas forcément vous demander ce que vous en pensez de Traoré ou de Ikoné, mais pour toi, par exemple, Nico, qu'est-ce qui t'inspire, toi, ce mercato du Paris FC? Est-ce que c'est bien travaillé? Qu'est-ce qu'elle t'inspire, toi, cette équipe du Paris FC cette saison? Bah déjà, on voit que il y a de l'argent qui est mis sur la table, forcément. Chose que d'autres promus peuvent très difficilement faire. Il y a eu de belles signatures. Je pense à Les Melou, Hmm. évidemment. Et bon, à partir de là, je pense aussi que les recrues que tu viens d'annoncer, Amari Traoré et Ikoné, qu'on a bien connu en Ligue 1, bah franchement, ça fait pas tâche du tout dans l'équipe. On voit que voilà, il y a quand même des joueurs du côté du PFC qui tirent leur épingle du jeu, comme Ilan Kebal. Donc forcément, oui, c'est un vrai plus. Il y a évidemment aussi la signature de Kevin Trapp qui a surpris tout le monde Ouais. parce que voilà, moi je m'attendais pas du tout à ce qu'il aille au PFC, ça c'est une certitude. Et bah écoute, j'ai envie de dire tant mieux pour le PFC, tant mieux pour la Ligue 1. Moi je suis très content de revoir ces joueurs. Ouais, donc tu as l'air assez emballé, Nico. Toi, est-ce que tu es, Manu, du même avis que Nico sur le Paris FC? Est-ce que tu as envie d'être un peu enthousiaste envers cette équipe? Ou est-ce qu'il y a peut-être deux, trois trucs qui peuvent éventuellement te déranger dans cette équipe du Paris FC? Tout dépend pour quel objectif tu parles. Si c'est pour un maintien, oui, le mercato est cohérent et il est assez important et je pense que ça va permettre de se maintenir. Si c'est pour viser plus haut un top 8 et être ambitieux, pour moi, c'est pas assez. Mais en tout cas, pour un promu, oui, c'est quand même intéressant. Moi, j'aime bien aussi l'arrivée de Moses Simon, qui déjà été décisif deux fois à Marseille et là ce week-end contre Metz. Oui, oui, pour un promu, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de moyens et maintenant, moi, je m'attendais un petit peu plus parce que quand on sait qui est derrière, plus riche que ça, tu peux pas trouver a priori. Donc, je m'attendais à un petit peu mieux pour viser un peu plus haut. Mais ça viendra sûrement après avec un maintien cette année. Il y aura d'autres mercatos. L'objectif, s'il est de se maintenir, il peut être réussi, je pense. Et ensuite, enclencher sur des mercatos encore plus ambitieux à l'avenir. Pour, pour se maintenir, oui, il y a une petite marge, il y a une petite avance avec ce qui a été fait cet été. Oui. Ok, bon, on va rester encore en Ligue 1 maintenant du côté de l'Olympique de Marseille. Adrien Rabiot, du coup, quitte l'Olympique de Marseille pour l'AC Milan. R, oui, go, on parle d'une somme d'environ entre 9 et 10 millions. On va pas forcément parler de ce transfert-là. Mais est-ce que, par exemple, pour toi, Manu, le départ d'Adrien Rabiot, est-ce qu'il peut peut-être soulager le vestiaire de l'Olympique de Marseille après l'épisode face à Rennes? Soulagé, non, parce qu'il n'y avait pas de problème avec le vestiaire. C'est un joueur important et il y a eu un épiphénomène après une défaite, mais c'est pas ça il n'y avait pas d'ambiance délétère dans le vestiaire. Donc je pense pas que ça va soulager. Je pense, moi, de mon point de vue, mais ça, j'ai pas de certitude, je pense que ça soulage un petit peu les finances de l'OM qui récupère, tu l'as dit, entre 8 et 10 millions d'euros sur un transfert alors qu'il lui restait un an de contrat. Est-ce que ça a joué dans la décision de l'OM pour le mettre sur le marché des transferts? Ça n'a pas été dit, mais on peut le penser. Je pense que ça soulage surtout ça. Mais moi, j'ai pas tellement aimé ce qui s'est passé, l'épisode, la gestion. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un petit peu en pourri enfin, la fin de l'été, le début de saison surtout de l'OM. On a dit tout l'été qu'il fallait garder une continuité, une stabilité pour qu'arrive à une semaine la fin du mercato, il y ait des changements de partout. Et au final, bah, c'est ça qui coûte le début de saison de l'OM, avec des adversaires où l'OM aurait pu se mettre à l'abri et prendre des points et être ambitieux. Et aujourd'hui, bah, il y a du retard et c'est pas normal. Moi, ça m'embête un petit peu.
toi, Nico, en tant que supporter marseillais, comment tu ressens ce départ de Adrien Rabiot, tant sur le plan personnel que sportif? Moi, contrairement à Manu, je pense qu'il y a quelque chose qui couve et qui couvait dans le vestiaire depuis un bon moment. Grosso modo, depuis Séville, depuis le match de pré-saison, Séville, Aston Villa, on voit qu'il y a certains cadres qui ménagent leurs efforts et on voyait aussi des attitudes sur le terrain. Et ça a été encore plus criant évidemment à Rennes. Donc il y a une certaine pression, on le sait, à l'Olympique de Marseille, mais j'ai l'impression qu'elle était exacerbée au point d'en arriver à ce qu'on a connu entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Je pense que c'est pas quelque chose qui est sorti comme ça juste à cause de la défaite. Je pense que il y a beaucoup de choses aussi qui sont plus ou moins passées en interne. Euh, on n'en aura pas vent tout de suite, ça c'est une certitude, parce que ce qui s'est passé doit, à mon sens, rester dans le vestiaire. L'OM a assez travaillé en amont pour, entre guillemets, virer les taupes, et ça c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, sur la partie sportive, évidemment que c'est un gros point noir pour l'OM. L'expérience de Rabiot va falloir compenser entre guillemets. C'est voilà, c'est quelque chose qui a impacté forcément les matchs de l'OM parce qu'on on voit quand même que certains joueurs, notamment Geronimo Rulli, ont fait un part de leur état d'âme par rapport à ce qui s'est passé. Donc on a eu quand même vent de certains faits. Si on a vent de certains faits, ça veut dire que potentiellement ça n'a pas touché que lui. Voilà. Donc j'ai bon espoir quand même que là on a tourné la page, que voilà ça va s'aplanir, ça va rentrer dans l'ordre, ça va se calmer, que au final le staff, les joueurs vont pouvoir bosser là pendant cette trêve en intégrant les nouvelles recrues. Et pour le coup, j'ai hâte de voir comment est-ce que Roberto De Zerbi va utiliser ces nouveaux joueurs, quelle tactique il va utiliser contre l'Orient au stade Vélodrome. Voilà où j'en suis. Ok. Maintenant, je vais parler de Aguerd, mais je pense qu'on va faire un point plus total, entre guillemets, sur le mercato marseillais, du moins la fin du mercato marseillais. Pareil pour toi, Nico, en tant que supporter marseillais, comment tu ressens cette fin de mercato? Il y a eu beaucoup d'arrivées d'un coup, entre guillemets. Est-ce que tu es du coup plutôt confiant? On sait que Marseille hier a perdu, mais il y avait peut-être ce manque de joueurs. Est-ce qu'avec les joueurs qui sont arrivés, est-ce que ça te redonne confiance en l'OM cette saison? Oui, ça me redonne forcément confiance. Alors après, il y a quand même des choses sur lesquelles je suis un peu dubitatif, mais ça me redonne confiance parce que on avait identifié forcément, tout le monde l'a identifié, une problématique défensive. Et quand tu as des arrivées comme Emerson Palmieri, Aguerd, Pavard, d'après ce que j'ai compris aussi, et Pavard a signé, ouais. ouais, donc là déjà, c'est beau quoi, c'est beau de faire de faire ces noms-là. Aguerd expérimenté, Pavard, est-ce que j'ai besoin de parler de son expérience? Voilà, c'est quand même des noms qui pour moi peuvent apporter justement comme je le disais, cette sérénité derrière en défense. Et j'ai l'impression que c'est pas du tout le cas. On a vu que, par exemple, Egan Riley était pas mauvais pendant les matchs de pré-saison. Mais voilà, il n'est pas aussi expérimenté que ceux que je viens voilà, de te citer. Malheureusement, Balerdi n'est pas à un niveau voilà, qu'on lui a connu. Encore plus si tu parles d'un leader de défense. Donc j'espère que tout ça va faire qu'on va trouver une équipe beaucoup plus solide et dans l'absolu je suis quand même assez content
du mercato, même si j'aurais aimé que ce soit entre guillemets bouclé bien avant. J'ai trouvé que là, sur le gong, en fait, on fait beaucoup de joueurs. C'est dommage parce que, encore une fois, le championnat a déjà commencé. On a perdu, l'OM a perdu des points. C'est des joueurs qui vont devoir retrouver des automatismes ensemble. Donc, et puis, je pense aussi que de perdre Rabiot plus, qu'on le veuille ou non, Rongier, c'est embêtant. C'est embêtant parce que voilà, c'est des joueurs qui, pour moi, font partie de ta, qui faisaient partie de ta colonne vertébrale la saison dernière, en fait. Et là, entre guillemets, tu les perds pour des raisons qui sont différentes, mais c'est des joueurs qui étaient importants et ils sont plus là. Donc, au final, ben, De Zerbi va devoir recomposer entre guillemets au milieu, quoi. Là où on avait l'impression qu'on était fort la saison dernière au milieu de terrain, bah là c'est un peu plus compliqué, quoi. Voilà. Ok, bah merci Nico pour ton avis en tant que supporter. Là, je demandais ton avis, Manu, d'un point de vue extérieur. D'un point de vue extérieur, comment on ressent cette équipe de Marseille? Est-ce qu'on la craint un peu plus ou est-ce qu'on se dit quand même que c'est peut-être encore un poil trop faible? Et d'ailleurs, petite info mercato, Randal Colomani vient d'officiellement de signer à Tottenham, mais ça, on y reviendra plus tard. Non, pour moi, ça, elle fait pas plus peur, cette équipe. Moi, je suis déçu. Trop de changements, trop tard. J'ai l'impression que c'est un petit peu à la pêche de ce qui reste sur la dernière heure. Alors, les Nicolas dit, c'est pas des mauvais joueurs. Moi, j'aime beaucoup les Faguer notamment. Mais tu sais pas, en fait, l'impression que ça donne, c'est qu'il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de planification de ta mise en place sportive, de comment tu veux faire jouer les joueurs, pourquoi tu as besoin de ce joueur. Moi, je commence à en avoir un peu marre de ça avec cette direction. Et pourtant, les coachs se succèdent et les directeurs sportifs aussi, mais au moins, il va falloir que Longoria se calme vraiment. Parce que jouer au Monopoly à chaque 31 août, ça, au bout d'un moment, c'est vraiment fatigant et l'OM en pâtit tout le temps. Et pour moi, l'OM ne peut pas avoir plus d'ambition cette année, c'est impossible. Et on le voit sur les pré-matchs. Alors, je veux bien que l'équipe des trois pré-matchs, ça ne sera pas la même, qu'il manquait des joueurs, il manquait Medina, il manquait Pechao, il manque encore les recrues maintenant. Mais au final, si tu veux construire vraiment quelque chose sur la durée et avoir des ambitions plus élevées que vivoter dans le podium, ben, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc moi, je suis déçu. Je ne comprends pas ce qui s'est passé à partir du 20 août. Et j'en veux beaucoup à la direction. Et à De Zerbi aussi, parce que c'est lui qui est arrivé pour être le patron. Et au final, ben, il est à la tête de cette situation. Moi, je suis pas content du tout. Et je trouve que les supporters sont très sages et ils ont raison. Parce que c'est très tôt. Mais honnêtement, quand tu mets autant d'argent, comme le fait actuellement le propriétaire, que tu payes autant les gens dans le club, tu es en droit de t'attendre à autre chose. Et aujourd'hui, ça me semble pas cohérent ce qui est fait. On verra. Ok, alors juste si je regarde là sur mon écran, c'est qu'en même temps, je vois s'il n'y a pas des petites infos qui sont peut-être sorties dans les derniers moments. Aussi là, il y a eu un transfert assez insolite, j'ai envie de dire, c'est Victor Boniface, qui est envoyé du côté du Milan aussi, qui a raté cette médicale, et là, du coup, qui rebondit du côté du Werder Bremen. Alors, est-ce que pour toi, Manon, ce qui est peut-être pas sur le transfert le plus insolite, peut-être, ou en tout cas celui qu'on a peut-être le moins vu venir dans ce mercato? Bon, bah, je pense qu'il aurait préféré aller au Milan AC, mais lui, il a que des transferts qui capotent. Il a eu un problème au genou. Il devait à un moment signer en Arabie Saoudite et ça s'était pas fait non plus. Là, il a pas signé à Milan non plus. Euh, à sa place, je serais resté à Leverkusen. Je trouve ça bien mieux Leverkusen que le Werder de Brême, mais si Leverkusen n'en voulait plus, il fallait qu'il ait du temps de jeu. Donc, c'est une solution de repli. Leverkusen qui vient de virer Ten Hag, en plus, au bout de deux matchs. Donc, c'est vrai que la situation n'était pas facile non plus, mais a priori, ils n'en voulaient plus tellement. Ils cherchaient à s'en séparer. Donc, lui, il allait chercher du temps de jeu où il pouvait. Et ça reste le Werder, ça fait un moment qu'il n'y a plus d'ambition dans ce club, qu'on n'en entend plus parler. Et pour eux, c'est un bon coup. Pour le Werder, c'est un bon coup. Parce que moi, j'aime bien cet attaquant, Boniface. Parfois, il est un peu en surpoids, parfois, il est un peu en dilettante, mais ça reste un bon joueur. Donc, pour le Werder, c'est un beau coup. Et lui, bah, il va aller prendre du temps de jeu, et voilà.
tout à l'heure en avant live, Nico, on parlait un peu de Weird, Xabi Alonso, Frimpong, maintenant Boniface. C'est quoi l'avenir du Bayern Leverkusen cette saison pour toi? Ou est-ce que tu vas terminer? Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'hommes forts la saison dernière et des hommes forts, maintenant il te reste que pratiquement Patricic et Grimaldo parce que Xhaka est parti également. Il reste presque plus personne quoi de l'épopée en Bundesliga d'il y a 2 ans. Oui, après, le coach faisait aussi voilà, beaucoup, hein, jouait beaucoup au résultat, forcément. De le perdre, c'était compliqué. En plus d'avoir Ten Hag et qu'il se fasse limoger aussi rapidement, voilà, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Voilà, pour le coup, j'ai du mal à avoir une visibilité sur où va le Leverkusen. Donc, malheureusement, je suis un peu, ouais, je suis un peu soucieux de ce qui va se passer là-bas. Qui va être nommé? Est-ce que je sais pas, un miracle, il y aurait The Special One qui irait au Leverkusen? Pourquoi pas? Pourquoi pas après tout? Mais écoute, ouais, en l'état, fin du mercato, Leverkusen bah, a beaucoup vendu, mais sauf erreur, bah, ils n'ont pas remplacé les joueurs qu'ils ont vendus. Donc ouais, moi je suis vraiment pas sûr que ça fasse un podium, voire ça risque d'être ouais, 7-8e tout ça, hein. Ok, bon, j'ai fait mon petit point mercato. Je vais pas non plus trop m'étaler dessus pour pas trop prendre de temps, mais voilà, dès qu'il y a une petite info qui sort comme ça, vous entendrez une petite alarme. Voilà, attendez, je vais vous la faire comme ça, vous savez de quoi je parle. Dès que vous entendez ça, c'est qu'une grosse info mercato vient de sortir, donc voilà, je vous la dirai. Nico, je te laisse reprendre le flambeau. Et ben c'est parti, et puis de toute façon, hein, je t'ai sous la main pour aussi parler de certains matchs de Ligue 1, forcément. Exactement. Et on va changer de scène. Et Manu, je pense que on va commencer avec une Alors juste affiche. 2 petites minutes, je m'éclipse et j'arrive. Ouais, vas-y, vas-y. J'arrive dans 2 petites minutes. De notre côté, Manu, voilà, hein, on va parler du match du RC Lens contre le stade brestois et évidemment avant de parler, on va dire, des stats qu'il y a pu y avoir dans ce match, tu sais de quoi on va parler? D'un certain Mayeki où il y a deux sons de cloche. Il y a le premier qui parle de l'IFAB. Eh bien, voilà, si un joueur commet une faute contre un adversaire pour annihiler une occasion de but manifeste et que l'arbitre accorde un penalty, le joueur est fautif, donc c'est carton jaune. Voilà. Donc évidemment, il y a eu côté voilà, stade brestois, tout le monde a dit mais c'est pas normal, c'est une double sanction, etc. Mais voilà, j'ai aussi Et la vu, double sanction, la double sanction, elle existe toujours, hein. Beaucoup oui, de gens pensent que ça n'existe plus. Ça existe toujours. bien sûr, Il y a beaucoup de pénalty carton rouge. C'est pas parce que tu siffles pénalty qu'il n'y a plus carton rouge. C'est ça, faut bien le comprendre. Parce que oui. beaucoup de gens disent, oui, mais s'il y a pénalty, il n'y a pas carton rouge. Si, il peut y avoir et pénalty et carton rouge. Cette règle-là, elle n'existe pas de dire c'est pénalty, donc c'est pas carton rouge. Bah, c'est ce que dit justement l'autre personne dans son poste. C'est-à-dire que voilà, c'est une faute grossière. Il fait une faute grossière et cette faute grossière, euh, de par sa sévérité, hein, parce que c'est une grosse faute quand même pour le coup, eh ben elle mérite rouge. Et forcément, bah, ça se trouve dans la surface. Et cette faute grossière entraîne aussi un penalty. Donc, bah, ça se tient comme décision. Ah ouais, moi, c'est exactement ce que j'ai vu en live, hein. C'est comme ça que je l'ai interprété. Et je pense que l'arbitre s'est dit c'est faute grossière ou jeu dangereux, c'est pareil. En tout cas, il rate le ballon et à partir du moment où il rate le ballon, il tamponne totalement l'attaquant et comme il arrive avec tout son corps, ben, il a estimé que c'était dangereux. Alors, dangereux à quel point?
c'est là où ça peut intervenir pour la différenciation entre le rouge et le jaune. Quand on parle d'un rouge sur un tacle, c'est un tacle très haut, souvent sur le tibia ou même sur le genou, ou en tout cas en haut de la cheville, qui peut vraiment te péter un truc. Euh, Là, voilà, la petite nuance, elle est sur le fait que comme il n'y a pas de, tu vois, de semelle qui peut le blesser, mais bon, il y va avec tout son corps, il lui rentre dedans, il estime que c'est faute grossière, jeu dangereux, rouge. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, ça m'a pas dérangé du tout. À vitesse réelle, il le tamponne assez vite. Oui, Donc, au final, bah, c'est normal, c'est logique. On savait pas si c'était penalty ou pas, mais ça, pour le coup, c'est binaire, c'est soit penalty, soit penalty. Où a lieu le contact, et il avait lieu dans la surface. Et ensuite, il a estimé que c'était faute vraiment dangereuse et que ça mettait l'attaquant en danger. oui, oui. Donc, c'est vrai que s'il prend le contact dans la tête, il peut être vraiment sonné. Donc, c'est vrai. Ah, Donc, puis le fait qu'il le déstabilise alors que lui essaie d'aller chercher le ballon en l'air, ben ouais, il forcément, loupe c'est pas totalement anodin, le ballon. quoi. Il loupe totalement le ballon. En fait, le joueur touche le ballon juste avant et Majeki, du coup, arrive 5 secondes en retard. Il n'y a plus le ballon, il n'y a que le joueur et il le tamponne. Et... Non, non, pour moi, c'était bien arbitré. J'ai compris ça comme ça et je trouve ça normal. Oui. Donc, chapeau l'artiste, on a envie de dire. Bravo, Maïki. Ah ouais, non, moi, j'aime pas m'acharner parce que déjà l'année dernière, c'était compliqué. Il doit avoir en plus, maintenant, il doit avoir des difficultés. Quand tu es comme ça dans le dur, c'est compliqué en plus et tu as des gens qui t'enfoncent. Donc, moi, il a des qualités. On a vu avec Monaco, on va en parler, Cohn qui a fait un bel arrêt. Il peut retrouver une qualité, mais là, c'est trop compliqué. Là, je sais pas ce qu'il faut faire. Le mettre sur le banc 3 4 matchs. Parce que là, depuis le début de saison, c'est compliqué. Face à Lille, bon, même s'il y a un ballon qui passe proche de lui, face à Toulouse, il prend un but tout seul. Là, son équipe mène 1-0. Lens n'arrive pas à marquer. Je pense pas que Lens aurait réussi à marquer, honnêtement. Et le match, il change totalement à cause de ça. Penalty rouge, bah, c'est terminé. Oui. Euh, donc, ouais, il coûte le début de saison de Brest qui a très très peu de points. Et pour lui, ça va devenir compliqué. Mais ils n'ont pas recruté d'autres gardiens. Donc, a priori, ils vont le laisser, hein. Sauf si là, pendant l'intérim du carton rouge, le deuxième gardien Coup d'air. fait un gros match. Ouais. Ouais. On verra. Mais là, c'est très très compliqué. Ouais. Lens a gagné grâce à ça. Oui, c'est clair que ça leur a donné le coup de pouce suffisant pour les Lensois, hein. On voit bien que même si j'ai pas le décompte première mi-temps versus deuxième mi-temps, on voit bien que voilà, 30 tirs, c'est forcément en Ah ouais. plus avec des expected goals à 4 presque. Lens était plutôt bien dans le match avant ça. Et il y avait un problème d'individualité. Offensivement, c'était néant, c'était vide. D'ailleurs, là, ils ont recruté Hudson-Edouard, on n'en a pas Ouais, parlé, mais Lens a recruté un attaquant, le deuxième ou troisième attaquant de Crystal Palace, un Français, Hudson-Edouard. Incroyable ça d'ailleurs, hein. Donc ça, c'est intéressant, mais sauf que face à Brest, il n'était pas là, il n'y avait personne. Thauvin, il avait le ballon, il ne savait pas où le passer, il savait pas. Il y avait un coup à gauche, un coup à droite, un coup dans l'axe, il n'y avait personne pour combiner avec lui. Il n'y a pas de pointe. bah, C'était néant. il y avait surtout Fofana, mais Fofana a été maladroit, quoi. Oui, mais oui, je trouve ça léger, même s'il a déjà été buteur. Mais je trouve ça léger et en 11 contre 11, surtout, c'était impossible de faire des différences. Hmm. Même malgré la maîtrise du ballon, malgré le fait que ça jouait plutôt bien, Il a eu c'était des, très, très compliqué. il a eu des face-à-face, Fofana, et malheureusement pas cadré, quoi. Il a une action où il doit la mettre au fond et il ouvre trop son pied. Donc forcément, Oui, il va falloir bosser il y a Fofana. aussi il y a un bel arrêt de Majeki avant ça, Oui, sur une tête. Il sort quand même un bel arrêt. Mais globalement, il n'y arrivait pas Lens avant ça. Et le penalty carton rouge, bah, ça fait basculer totalement le match à 100%, quoi. bien sûr. Au niveau défensif, on a vu une activité débordante d'Ayork pour changer. Ça, on peut pas lui enlever, hein. Ce qui se bat, ça c'est une certitude. J'ai trouvé aussi que le cardinal avait fait enfin, il a fait ce qu'il a pu en fait pendant ce match-là. Euh, j'ai trouvé aussi Doumbia intéressant, mais ouais, j'ai voilà, enfin, parfois je les ai trouvés un peu timorés sur certaines actions quoi. Donc forcément après, quand tu essayes
de jouer entre guillemets recroquevillé, c'est pas la même chose quoi. Et puis Brest, c'est pas sans faire un joueur à Brest, je pense pas qu'ils savent le faire. Brest, c'est une équipe qui a besoin de jouer en avant. C'est pas une équipe qui va faire que du bloc bas en fait. C'est pas dans son ADN. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, mais ils avaient marqué, donc quelque part, c'était assez logique de reculer un petit peu. Ils avaient besoin, ils sont dans une période compliquée, donc ils avaient besoin de prendre des points, et le fait d'avoir marqué, c'était super. Hmm. Euh, Moi, il faut attendre de voir parce que je sais pas ce que ça aurait donné. Je pense qu'ils auraient pris des points, Euh, un point ou 3 points Oui. sans ce penalty rouge. Donc il faut attendre de voir. Mais oui, D'ailleurs, oui, déjà ça souffrait un petit peu avant. Ça, tu as raison là-dessus. Et quoi qu'il arrive, cette équipe de Brest, elle est moins bonne que les années précédentes. Ça, c'est une évidence. Mais quand tu as perdu des joueurs aussi importants que Madi Camara, que Bizot les et Melou, d'autres, Les Melou, c'est normal. Donc l'équipe, elle ne va pas performer comme ça a été le cas. C'est le problème quand tu as été en Ligue des Champions. À un moment, tu t'habitues, tu te dis, ah, mais une fois que t'es plus là à ces places-là, c'est pas normal. Si, c'est normal. C'est tout à fait normal et Brest va souffrir. Maintenant, pour se maintenir, je pense que ça sera le cas, j'espère. Et je pense que ce qui les plombe là, c'est le penalty carton rouge, sinon il s'en serait sorti. d'ailleurs, on parle d'un carton rouge, mais au final, il y en a eu trois pendant cette rencontre. Je sais pas si vous le savez. Roy J'y s'est crois fait encore, sortir ça tout le temps. Comment il est sur le banc alors qu'il prend des cartons rouges tout le temps? et Magnetti à la fin, il a été voir l'arbitre et il a pris un rouge aussi. Après Ah la ouais? rencontre, hein, ce Oui, que oui, je vous parle. c'est parce que Magnetti a pris carton rouge que Rick Roy est allé demander à l'arbitre pourquoi Magnetti avait pris rouge et il a pris rouge aussi. Ouais, ouais. Mais a priori, ils l'ont pas demandé, voilà, en y mettant les formes, d'après ce qu'on comprend en substance. Ouais. Oui, Voilà. mais c'est la frustration. C'est la frustration. À un moment, quand c'est bien arbitré, tout le monde le dit. Et après, on peut toujours dire ouais, ça peut être jaune. Mais il y a pas de match qui a été. Il n'y a pas une équipe qui a été maltraitée. Il y a pas de. Moi, j'ai pas cette impression-là du tout. Et c'est juste la frustration. En fait, tu perds, tu étais dans la merde en termes de points. Euh, T'arrives pas à prendre des points parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe contre toi. Donc au final, c'est juste de la frustration. Et voilà, c'est comme Rosenior après Monaco-Strasbourg. C'est pareil. C'est quand tu perds, c'est dur d'avoir de la lucidité, de regarder tout le match dans son ensemble et pas une décision qu'on pourrait discuter. Ouais, tu nous diras tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a à dire, Rosenior? Ça m'intéresse. Euh, on va refermer ce chapitre Lance-Brest pour Alors, aller. petite info mercato. Vas-y, Pardon, t'as je pas te mis le coupe. ding. Conrad Harder. Ouais, non, c'est vrai que. Mais après, là, c'est pas une grosse info, c'est pour ça que je me suis pas permis. Mais Conrad Harder, qu'on voyait du coup du côté de Rennes, vient de s'engager officiellement avec Leipzig. D'accord. Ouais, c'est Voilà. il va remplacer Openda qui est parti à la Juve du coup. Et aussi, il y a une petite info du côté de l'équipe, une anecdote assez drôle. Parce qu'en fait, c'est Adrien Rabiot qui aurait vanté Oui. l'OM auprès de Benjamin Pavard pour le convaincre de venir cet été. Donc, c'est peut-être grâce à ça que Pavard est là et finalement, bah, Adrien Rabiot n'est plus là. Voilà, c'était les deux petites infos que je vous partageais comme ça. Merci Adrien. Euh, bon allez, parlons de, parlons de ce match de rugby 7-1 euh, Hmm. avec bon bref. Que dire à part que si moi j'ai quelque chose à dire. Et Manu, toi qui aimes bien les schémas, aimes bien les animations, j'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi le coach de Lorient, Pantaloni, a décidé qu'il fallait s'ouvrir complètement en seconde période et qu'il fallait jouer comme si on était l'OM à 40 mètres de ses buts. J'aimerais bien que tu m'expliques. Ouais, il a joué un petit peu plus haut, mais c'est pas ça pour moi qui change le match. Pour moi, c'est les changements lillois qui font basculer le match. Et ensuite, une fois que tu marques, bah après, c'est plus facile parce que Lorient est à domicile et quand ils perdent 1-0, ils sont obligés de sortir un peu plus haut. Et d'ailleurs, ils sortent plus haut, ils obtiennent un penalty à 0-1 qui est annulé. Ils obtiennent un autre penalty à 0-2. Donc, ils étaient obligés de sortir un peu plus haut. Mais ce qui a fait que ça s'est transformé en massacre, c'est que Lille a été très, très fort. Pour moi, j'ai trouvé Lille extrêmement fort pendant ce match. En première période, je les ai trouvés forts, mais sans être méchants offensivement, parce que Fernandez Pardo, c'est pas un buteur et que ça manquait. Il n'y avait pas Giroud, il n'y avait pas Igaman sur le terrain.
Mais à la mi-temps, il fait rentrer Gaman, il recule Fernandez Pardo, toujours dans cette idée de trois milieux offensifs et une pointe. Ils les ont massacrés. Ils les ont massacrés. J'ai trouvé ça extrêmement fort. Tout le monde peut marquer, que ce soit Haraldson, que ce soit Fernandez Pardo, que ce soit Gaman qui a mis un doublé. Il y aura Sarawi, il y aura Mbappé, enfin le, le petit frère. Donc, Ethan, moi, j'ai trouvé ça extrêmement fort, honnêtement. J'ai trouvé ça ça faisait longtemps que j'avais pas vu Lille aussi fort et aussi cohérent. Parce que l'année dernière, on en parlait, tu avais soit un backer ailier droit, soit un Muco qui jouait numéro 10 comme Zidane. Parfois, pourquoi pas, tu pouvais mettre un défenseur attaquant, tu ne sais pas ce qui pouvait se passer. Mais là, tout est hyper clair dans les postes individuels et dans le schéma collectif. Et j'ai trouvé ça hyper fort. Et franchement, ils ont fait un super. Ils avaient déjà fait un bon match contre Monaco. Ils avaient mérité la victoire contre Monaco 1-0. Et là, face à un adversaire qui a moins de capacité que Monaco, ils les ont éclatés. C'est totalement logique. Et chapeau. Chapeau à Lille. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. oui, c'est vrai que on s'attendait pas à ce que Egaman soit aussi impactant pour sa Ouais, fort, hein. première. Ça, Le ouais, prix payé, c'est un braquage, hein. Quand tu as un numéro 9 déjà à 11 millions d'euros, il n'y a pas beaucoup de risques. Mais alors, un numéro 9 aussi bon à 11 millions d'euros, c'est un braquage, hein, parce que quand il reçoit le ballon, c'est très, très à l'aise. Face au but, c'est très, très à l'aise. Il va très vite. Euh, ça peut marquer beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup. Et comme derrière, il y a quand même un peu de monde pour le servir, ça peut être très intéressant. Si tu l'associes aussi avec Giroud qui a un profil différent, Giroud va lui créer des espaces et lui mettre des ballons et des déviations. Ouais, c'est très intéressant, les gamins. J'ai beaucoup aimé. clairement, clairement. Au niveau défensif, on voit que bah, effectivement, il y en a qui ont essayé hein, de tirer leur épingle du jeu côté Lorientais, comme Karim et Avob, mais voilà, ils ont écopé, mais les autres ont sombré. Et une spéciale, voilà, une petite note sur Bouhaddi, franchement, de mieux en mieux, hein. Pareil, pareil, Boadi, c'est une évolution. Il jouait très, très peu l'année dernière et je l'avais reproché à Genesio. Cette année, il joue un peu plus. Il n'a pas été titulaire dans les matchs, mais il rentre et tous les matchs, là, il est titulaire. J'espère que ça va continuer. Il y a beaucoup, beaucoup d'évolution. Je pense que Genesio a atteint une forme de plénitude dans sa compréhension. Franchement, très intéressant. Ils viennent de signer Mbemba en plus, que vous Ouais, connaissez bien, ah, pour remplacer, ça fait mal ça. pour remplacer Koundé. Donc, franchement, au final, avec les arrivées d'Igaman et de Mbemba, ils n'ont pas tout chamboulé, mais c'est deux arrivées importantes. Tu comprends pourquoi, pour remplacer Diakité et pour remplacer Joe David. Bah, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Même malgré le départ de Zegrova, bah, au final, je suis plus optimiste et surtout, ce que je vois dans le jeu, là, je suis très optimiste, donc c'est très bien. Après, sans se mentir, Zegrova la saison dernière, bon, Oui, il fait qu'une moitié de saison, hein. ouais, donc voilà, il était déjà parti au final, Eden. Ça aurait été un miracle qui reste. Ok, et petite mention aussi au nouveau Correa. Je le trouve vraiment très bon entre les lignes. Il fait des passes assez magiques. D'ailleurs, je crois que je l'avais mis. Ouais. Non, j'ai pas mis le nombre de passes D. Je crois qu'il en fait deux dans ce Il en fait match. deux, ouais. Ouais, très bon. Mais il en avait fait déjà auparavant des passes D. Ouais, Très remuant, très, très déstabilisateur. Il va toujours provoquer, chercher le 1 contre 1. Moi, j'aime beaucoup. C'est un ailier que j'aime bien. Les ailiers qui prennent des risques et qui vont vers l'avant et qui essayent d'éliminer, moi, j'aime beaucoup. Et surtout, c'est pas un bourrin qui va pousser le ballon sur 40 mètres et courir derrière. Il est plutôt fin, même si ça déstabilise. Donc, ouais, moi, j'ai belle trouvaille. Mais de toute façon, c'est que des belles trouvailles souvent. ouais. Mais c'est pas, et c'est très intéressant. Ouais, c'est très bien. Au final, je les avais mis sixième, mais ça risque et ça peut être bien plus haut. Hmm. Ouais, je crois que je suis assez d'accord avec toi, Manu. Il faudra voir l'enchaînement Europe Ligue 1. Si l'effectif est assez complet, c'est là où on aura des réponses. Parce que ça peut faire un peu mal. Et ils vont jouer le jeudi en plus. Euh, on verra. Mais aujourd'hui, avec un match par semaine, c'est très bien. Clairement. Allez, je te propose cette fois-ci de parler tennis. Ilan, Ilan, Hein? Ilan aussi. Ah, Ilan, tu veux dire un mot sur ce match?
Après, c'est les deux seuls matchs, Lens et Lille, que j'ai pas vus. Ah bon, Voilà. alors Donc pardon. t'inquiète. Je les ai tous vus. Fais-moi un signe Pour quand ça, je tu me veux fais parler. péter depuis tout à l'heure. Fais-moi un signe quand tu veux Bah, parler. tous les autres matchs, t'inquiète. Bah voilà, je vous propose de parler tennis. Un petit 6-3. Premier set. Ça vous va ou pas? Moi, tennis, je connais que Arina Sabalenka, c'est la seule que je connais, la Ah, pour meilleure joueuse du moi, monde. 6-3, c'est un score de tennis, hein. Pour moi, je Ouais, suis c'est vrai. désolé, mais Ah, mais c'en est un d'ailleurs. voilà. Et donc, qu'est-ce que tu veux que je dise sur ce match-là, quoi? À part que le PSG a fait une démonstration et surtout Joyeux Neves, euh, des, des, enfin, des passes de fou furieux, quoi. Enfin, la passe, euh, la passe Et trois buts. de Trois buts, Ruiz, surtout. enfin, on le voit, hein, Dembélé aussi qui a mis 2 buts sur péno, c'est ça? Si je me souviens bien. C'est ça, Euh, ouais, une passe décisive. ouais. Après, bon, comme d'habitude, c'est difficile de garder le même niveau pendant 90 minutes, donc ils ont laissé un peu plus le ballon, voilà. Et puis il y a eu une baisse aussi physique du côté du PSG, on l'a vu, ce qui a fait revenir Toulouse plus ou moins dans le match. Bref, qui veut commencer? Manu? Moi, Allez. je trouve le PSG très fort. Franchement, je le trouve très très fort, mais c'est plus une surprise. C'est dans la continuité depuis plusieurs mois. Il n'y a pas grand-chose qui change. Mais moi, c'est pas ça qui m'impressionne parce que le contenu, c'est ce que tu peux obtenir, j'ai envie de dire, même si ça reste entre guillemets parce que il y en a pas beaucoup qui arrivent, mais ça reste ce que tu peux obtenir assez facilement. Ce que tu dois obtenir en tout cas dans le contenu avec ces moyens-là, avec ces joueurs-là, avec ces capacités-là. Euh, Moi, ce qui m'impressionne, c'est la mentalité, le fait qu'il n'y a absolument aucun match qui est balancé. Quand je vois à côté les clubs qui n'ont strictement rien gagné et qui jouent par 40 minutes, bah, je trouve que la mentalité, elle est absolument exceptionnelle. Je ne sais pas qui ils ont ramené comme psychologue, comme psychiatre, mais il a transformé la mentalité. C'est des machines de guerre qui veulent gagner absolument tous les matchs. Et même quand il y a un petit peu moins de capacité, comme sur les deux premiers matchs, bah, ils font le minimum. Et dès que ça va un petit peu mieux, bah, ils accélèrent un petit peu plus longtemps. Et là, en accélérant un petit peu plus longtemps, bah, ils en ont mis 6. Eh oui. Franchement, c'est extrêmement fort et c'est extrêmement fort dans la mentalité, dans l'approche mentale sportive. Et Et après, oui, ça a été facilité par, tu l'as dit, par Joël Deves qui met un triplé de l'au-delà, deux retournés, une frappe en lucarne. Il était sur un nuage et ça a facilité le match. Mais au-delà de ça, quoi qu'il arrive, le PSG aurait éclaté Toulouse parce que c'était trop, trop fort. oui. Puis bon, pour le coup, Toulouse a essayé de jouer le jeu aussi. Oui. Ils n'ont pas fait du bloc bas à la nantaise. Donc forcément, voilà, quand tu fais ça face au PSG, c'est prendre des risques, on va dire. Euh, ouais, je voulais aussi que tu me parles de Barcola parce que au final, on a un Gvara qui est peut-être un peu moins prêt et Barcola, sans souci, voilà, il est là quoi. C'est là aussi que ça fonctionne bien parce que Gvara, il n'était pas bon et ils l'ont vu tout de suite. Et quand t'es pas bon, ben, c'est comme quand Barcola n'avait pas été bon, c'est Gvara qui avait joué et Gvara avait été très bon, donc il avait gardé sa place. Et là, Gvara n'était pas bon depuis 3 matchs et c'est normal que Barcola enchaîne les titularisations. C'est très très bien, tout est logique, tout est cohérent. Et Barcola est très bon en plus en ce moment, je l'ai trouvé très bon. Tu l'as dit, Toulouse a joué un tout petit peu plus haut et du coup, il a eu des espaces de l'au-delà dans le dos. Et lui, il adore ça en plus, Barcola, c'est son profil. Donc, il s'est régalé. Ouais, c'est très bien dans l'approche sportive. Il n'y a aucune fausse note. Au final, tout est parfait et tout est cohérent dans ce qui est fait. Ils n'ont pas fait un énorme mercato, du coup. Ils ont pris deux gardiens sur trois joueurs. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris l'autre gardien, Renato Marid, mais bon, enfin bref. Du coup, ils ont pas fait de mercato, mais parce qu'ils estiment qu'il n'y avait pas besoin et que si les joueurs gardent ce niveau-là, bah, tu n'as pas besoin de leur enlever du temps de jeu avec d'autres recrues. Donc on verra si ça va permettre si ça va pas manquer, notamment un milieu de terrain, un, un joueur à droite, ça va pas manquer pour tout gagner à nouveau. Mais en tout cas, ça, c'est un niveau extrêmement élevé. Yep. Donc, est-ce que il y a quelque chose à tirer de positif du côté de Toulouse, Ilan, de ce match? Ah bah, bien sûr. Bien sûr, tu mets pas
trois pions au Paris Saint-Germain, comme ça, tu vois. Non, j'ai beaucoup aimé Toulouse. Certes, les 30 premières minutes, c'est compliqué parce que tu te fais marcher dessus par un Paris Saint-Germain qui, offensivement, tout leur va. Voilà, tu prends pas 4-0 en 30 minutes sans rien faire. Mais non, j'étais agréablement pardon, surpris de Toulouse. Parce qu'on a vu le PSG, je crois que c'était face à Nantes et face à Angers, les deux premiers matchs, où à chaque fois l'équipe adverse jouait bas, etc. Et là, bah, Toulouse a regardé Paris dans les yeux en disant bah, on va aller vous chercher. Bon, certes, ils en ont pris 6, mais au moins ça prouve que bah, Toulouse en fait peut proposer ça contre des gros. Forcément, c'est la première de Toulouse face à un gros de Ligue 1, donc on a vu qu'il y avait beaucoup de problèmes. Mais maintenant, je trouve ça très intéressant. Toulouse est sur une belle lancée en Ligue 1, 6 buts en 3 matchs. Donc non, je pense que ça soit offensivement, peut-être défensivement un peu plus compliqué. Mais non, sinon, je pense que Toulouse, ça va être une belle équipe dans le championnat. Peut-être pas pour aller gratter des places européennes, mais je pense qu'un bon top 13, top 14, c'est possible pour les Toulousains. Et question pour vous deux. Le premier qui veut répondre répond, mais vu que Rest est parti, on met qui dans le but? Ils devaient recruter, ça s'est pas fait, je crois, donc je sais pas qui ils vont mettre. Euh, Reste est parti? Ah, il me semble qu'il a signé, non? Ou alors Attends, je- j'ai vu il me semble un vraiment pas, hein. fake post. Ah, peut-être parce qu'en tout cas, je l'ai pas vu passer. Alors, attends, je me renseigne et je reviens vers vous dès que j'ai l'info. Pas de souci. Peut-être que j'ai vu un fake post et je l'ai pris pour argent comptant, hein. Ça, c'est Alors, possible. Guillaume Rest devrait. Alors, il y a 2 heures, selon Le Violet.com, Guillaume Rest devrait finalement rester à Toulouse. Ah, bon, bah, si finalement il reste, c'est bien, Guillaume. Si finalement il reste. Ah oui, en fait, Galatasaray avait proposé 20 millions à Toulouse pour Guillaume Rest. Toulouse était partant, mais n'ayant pas trouvé de remplaçant, du coup, ils ont gardé Guillaume Rest. Donc, Guillaume Rest est toulousain cette saison. Ok, bah voilà, j'avais bien vu quelque chose et je pensais que c'était officiel, tu vois. Donc, il reste, c'est Keda, comme on dit. Voilà. C'est bien. Bon, la fois que quelqu'un dit ça, ça s'est mal passé, quoi. Donc, Voilà, parce que ouais, et je pense que bah, mine de rien, c'est quand même un bon gardien. Sans lui, ça aurait été plus compliqué pour Toulouse. Parce que je me souviens même pas qui est le numéro 2 chez Toulouse. mais après, juste pour revenir vite fait sur Toulouse, c'est vrai qu'ils m'ont surpris parce qu'en préparation, j'ai les matchs sous les yeux. Ils ont pris un 7-0 par Leipzig, un 6-0 par Stuttgart. On pouvait se demander comment ça allait tenir. Premier match face à Nice, victoire 1-0. Deuxième match face à Brest, victoire 2-0. Et là, forcément, tu tombes sur l'ogre PSG, donc forcément, t'en prends 6. Mais pour moi, ça peut le faire pour Toulouse cette année. C'est vrai que au début, quand tu les vois, pardon, prendre 7 et 6-0, tu dis ça va être compliqué. Au final, je me dis que je suis peut-être un peu plus confiant pour le maintien pour nos amis violets. Mais au final, si je comprends bien, ils ont marqué un but au premier match, deux buts au deuxième, trois buts au troisième, donc au Et 3 buts. quatrième, ils en ont fait quatre. Et bah, si on suit la logique, Lille devrait effectivement prendre 4 buts par le TFC, ouais. Et peut-être qu'ils vont en mettre neuf. Je sais pas. Peut-être. Manu, t'en dis quoi Non, toi? non, ouais. Moi je pense qu'ils ont une petite marge sur le bas de tableau. L'année dernière, ils l'avaient, même si c'était pas évident. Là, ils sont peut-être un petit peu meilleurs. Mais moi, je vois pas cette équipe aller très très haut. Je pense que ce qui est fait par le coach est plutôt intéressant, mais ne permet pas de viser très très haut. Parce qu'il joue encore à 5 derrière, parce qu'il y a plusieurs choses. Mais euh, je pense qu'il y a une marge et qu'ils vont se maintenir. Parce que l'année dernière, ça n'a pas toujours été évident. Je pense qu'ils vont se maintenir, peut-être plus facilement que l'année dernière, mais je n'imagine pas cette équipe à la course avec les places européennes en tout cas. Ok. ouais, je suis d'accord. Oui. Bah dans Et en l'absolu, plus, moi aussi, juste, hein. je rajoute juste deux petits mots. Et en plus, ils ont réussi à peu près à garder leurs hommes forts. Tu vois, Guillaume Rest qui est resté, Magli qui fait, je trouve, un bon début de Hmm. saison. Oui. Euh, Beau, Ouais, je sais pas si ça se Gbo, ouais. prononce comme ça. Ouais, c'est Gbo, ouais. Donc, tu vois, honnêtement, ils se sont pas fait piller non plus. Donc, c'est pour ça que je reste assez optimiste pour le TEF. Ah, le Cresswell là qui est parti en Angleterre, Cresswell, ouais. mais, mais ça reste plutôt cohérent. Et c'est dommage parce qu'ils voulaient faire Gift Orban, ils l'ont pas fait. Ça aurait été un bel apport, Ah oui, j'aurais c'est bien vrai. aimé.
J'aurais bien aimé, mais ça reste assez cohérent pour essayer de se maintenir plus tranquillement. Et une fois que tu es maintenu, pourquoi pas, mais j'ai du mal à l'imaginer. Ouais, Écoute, hein, déjà, si s'ils font un beau parcours en Ligue 1, ce sera déjà bien, j'ai envie de dire. Même s'il n'y a pas si longtemps, ils étaient en Europe. Bref, ce temps est révolu. Euh, et je vous propose de passer au prochain match. Un petit allez. Le Havre OGC Nice qui, Oh, il y en a des choses à dire, hein. ouais, qui finalement est cohérent avec ce qu'on avait dit il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire que Nice, catastrophique quoi. Il n'y a pas grand-chose de positif à retirer de ce match-là du côté de Nice, je trouve. En tout cas, j'ai pas vraiment de joueurs à sortir de ce 11 côté niçois. Par contre, côté Havrais, là pour le coup, oui, carrément. Un match extraordinaire de Soumaré, j'ai trouvé. Incroyable. Ndiaye aussi, c'était pas mal. Doucouré et Camille aussi sans but. Mais vraiment, voilà, celui qui m'a le plus fait plaisir, c'est Soumaré, quoi. Donc, il m'a vraiment fait plaisir sur ce match-là. Et je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Ouais, voilà. J'ai quand même sorti deux défenseurs côté niçois, Mendy et Louchet, qui ont été assez mauvais. Mais entre guillemets, voilà, par rapport à ce que on peut attendre de ce match, ils ont réussi à sauver les meubles. Mendy d'un point de vue aérien et Louchet côté des tacles réussi, même si on est d'accord, c'était pas du tout au niveau quoi. Manu, vas-y. Moi, je suis très content pour le Havre. Franchement, je trouve ça très fort. C'est très très bon ce qu'ils font. Il y a très très peu de moyens. Ils perdent tout le temps plein de joueurs. Il faut tout le temps sortir des nouveaux joueurs qui n'ont pas d'expérience, qui tout en parler. Il y en a très peu qui restent et qui sont des cadres. Et ça fait 2 ans qu'ils arrivent à se maintenir. Là encore, ils arrivent à prendre des points directs. Franchement, c'est chapeau. L'année dernière, avant le changement de schéma, j'étais inquiet parce que il y avait une série de 10 ou 15 matchs où c'était un cataclysme. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de points, il n'y avait pas de but. Et depuis, ils ont enclenché une série très très longue où ça a complètement changé dans le jeu. Donc moi, je suis très content, c'est très fort. Déjà, contre Monaco, ils avaient fait une belle deuxième période. Ils étaient pas loin de revenir à 2-2 même. Mais ils avaient perdu parce que Monaco avait fait un meilleur match sur plus longtemps. Mais franchement, ils ont des atouts et pour le maintien, il va y avoir la bataille. Et avec ce budget et ces moyens-là, franchement, c'est très fort, hein, c'est très fort. Et donc, chapeau à Bodmer et Diga. Euh, je pense qu'ils mériteraient, tu vois, par exemple, d'avoir. Quand tu vois ce qui est fait à Rennes, par exemple, ça m'étonnerait pas que. En tout cas, c'est pas que ça m'étonnerait pas parce que j'en sais rien, mais je trouverais ça logique que ces deux-là, Bodmer et Diga, prennent la direction sportive de Rennes. Pourquoi pas? Donc, Ouais. c'est très fort. Pourtant, Bonne Mère a l'air attachée au Havre, d'après ce que je comprends. Oui, mais le problème, c'est que tu es ultra limité. À part te maintenir à un point d'écart ou à la différence de but au bout de 34 matchs, tu peux rien faire d'autre. C'est impossible. Et déjà, se maintenir, c'est une performance énorme. Quand tu as fait 3 ans, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Tu restes là parce que les supporters t'adorent et que toi, t'adores le club. Bah, en moment, tu es obligé d'aller voir au-dessus. Tu es obligé et c'est normal. Parce que tu ne peux pas faire plus avec ce que tu as. Donc, si tu veux faire mieux, voir plus haut, tu es obligé d'aller ailleurs. Et quand tu vois ailleurs qu'avec des 100 millions par mercato, tu as des Madi Camara piston droit, tu es en légitimité de te dire que tu vas prendre la place et qu'avec 100 millions d'euros, tu vas faire quelque chose de mieux. Donc ce serait logique. Oui. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que ce serait pas déconnant. Je suis d'accord. De ton côté, Ilan? Après, je vais redire un peu ce que Manu a dit, mais très, très, très content et surpris de cette équipe havraise. Très, très, très déçu de Nice. D'ailleurs, sur mon compte perso Twitter, le 24 août, j'avais fait des prédictions un peu sur tous les championnats. J'avais mis
Nice dans le ventre mou de Ligue 1. Et c'est encore ce que je pense. Je pense que Nice, voilà, Ineos les a tués. Voilà, on va pas rentrer dans tout ce qui est financier, etc. Mais ça va être très, très compliqué. Le Havre, on en avait parlé déjà la saison dernière. Mais très surpris et très content parce qu'il y a vraiment une bonne direction. Il y a un vrai projet pour, euh, pour le hack. Donc là, on va dire que c'est un peu la concrétisation un peu de tout ce qui s'est bien passé. Parce que c'est vrai que là, quand on garde, ils ont que 3 points, 3 matchs. Mais tu as une défaite face à Monaco, où, comme tu as dit Manu, bah, ils n'avaient pas été déconnants non plus sur le match. Tu as une défaite face à Lens, mais Lens, on sait que c'est toujours compliqué de les affronter. Et là, tu as enfin cette victoire face à Nice où tous les petits problèmes que tu as pu rencontrer face à Lens à Monaco, bah, tu les as un peu résolus. Et bah, là, du coup, tu vas t'imposer 3-1 face à Nice. Donc, non, très, très content et impatient de voir le hack cette saison en Ligue 1. Oui, mais je pense que côté niçois, ça va être un fil rouge, hein, de toute façon, cette saison, où on va se dire, tain, c'est compliqué, etc., etc. Euh, Tant qu'il n'y a pas une volonté de la part d'un repreneur potentiel, voilà, de refaire vivre ce club, ça va être très compliqué. On verra déjà ce qui va se passer au mercato d'hiver. Et bon, c'est vrai que quand on voit l'apport d'un Mofi, enfin, je veux dire, c'est le fantôme de lui-même sur le terrain, quoi. C'est incroyable. Donc, Ouais. qu'est-ce qu'on fait, Manu, quoi? C'est un fantôme parce que l'équipe est vraiment mauvaise. L'équipe, elle est en train de couler. Elle est mauvaise sur les trois premiers matchs. L'équipe est très mauvaise, hein. Nice gagne face à Auxerre parce que le gardien de Nova León est expulsé. C'est pareil, hein. Avant ça, c'est ultra compliqué. C'est un miracle. Et une fois que le gardien d'Auxerre de Nova León prend un carton rouge, ah bah, c'est réglé. Mais depuis le début de saison, c'est pas bon. Et il n'y a pas eu de mercato. Tu t'es fait tabasser par Benfica. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Et moi, je trouve que Franquez, il coule avec. Parce que alors, pour attendre que Franquez change quelque chose, autant attendre, je ne sais pas, mais la neige cet été, mais il ne changera rien. Donc, il coule avec. Et il y a pas grand-chose qui va, que ce soit individuellement, tu l'as dit, oui, Mofi n'est pas bon, mais il n'est pas bon. Un attaquant, pour être bon, il a besoin qu'une équipe soit un peu cohérente. Et là, derrière, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va sur les postes, sur les. C'est pas bon du tout. Et sur l'animation, c'est toujours la même. Donc, quand elle ne fonctionne pas, ben, elle ne fonctionne pas. Et là, il n'y a rien qui va. Donc, c'est plutôt inquiétant. Il y a quand même une qualité individuelle et un sérieux, je pense, qui permettra de se maintenir. Je pense que oui. Mais pour viser plus haut que déjà une quatrième place, c'est impossible. Et même la quatrième place, pour moi, ça va être mission impossible. Donc, Mais une huitième place, hein. ouais, ouais, c'est compliqué. Honnêtement, Là, sur ce début de saison, c'est très, très mauvais. Et surtout qu'ils vont enchaîner encore la Ligue Europa, qui n'ont pas joué l'année dernière, mais ils vont encore y être. Ça va faire des déplacements, des trucs. C'est très très compliqué, c'est très moreux, c'est assez nul ce qui se passe à Nice, honnêtement. La situation, elle est nulle, quoi. Voilà. Oh oui, après, juste pour revenir sur Mofi, alors c'est vrai qu'il fait pas les meilleures performances de sa carrière, etc. Mais aussi, il revient il y a pas longtemps des ligaments croisés. bien sûr. Donc c'est peut-être aussi à mettre dans la balance du pourquoi il est Ouais, plus mais aussi il joue Et parce je l'ai que trouvé un Guessant peu est qu'avant. lourd. parti. Je l'ai trouvé Oui, lourd aussi. physiquement. Je l'ai trouvé lourd physiquement. Et je pense qu'il a trop de poids. Un peu comme je disais pour Boniface. Euh, un neuf, c'est pas parce qu'il est grand et puissant il doit aussi pouvoir demander le ballon. Là, je le trouve un peu planté. Et je pense que. Et ça vient sûrement de son retour de blessure, parce que quand tu joues pas pendant un an, tu n'as pas le même corps quand tu reviens, ça c'est évident. Donc Bien sûr. ça va prendre un peu de temps, et lui il doit faire l'effort aussi de se réathlétiser. Parce qu'avant ça, c'était une brute physiquement, très, très grand, très costaud, mais très fort dans les duels, dans la course. Et là, il est un peu lourd. Et on verra. Ouais, Ah, bah, avant sa blessure en 2023-2024, il va quand même inscrire 11 buts en 30 matchs, quoi. ouais, bien Oui, et sûr. puis avant Donc ça, il avait fait des saisons à 20, 25 buts. À Lorient et même notamment. rien qu'à Lorient, Ah oui. 18 matchs, 12 buts. Tu vois, c'est pas Ouais. anodin. Et, donc non, non, c'est un bon joueur, mais aujourd'hui, il est pas dans une bonne forme. Le Nice n'est pas dans une bonne forme, donc au final, bah, il n'y a rien qui fonctionne, quoi. Ouais. Bon, allez, on va arrêter de tirer sur l'ambulance. On va parler d'un autre match. Il va faire plaisir à Manu.
Allez, c'est parti. On va parler d'un petit Monaco-Strasbourg, à pas piquer des hannetons. Manu, C'était chaud, c'était chaud, c'était chaud. vas-y, je t'en prie. Bah, c'est un match que Monaco a gagné plutôt logiquement, même si le dernier but, il est à la 96e, 96e, 97e, parce que Monaco s'est mis dans la difficulté tout seul. Il menait 2-0 plutôt logiquement, parce que Balogun était très bon, Akliouche a marqué, Balogun a marqué, Radeki, je sais pas comment Ouais, dire, Radeki, ouais. Radeki, était très bon dans le but. Donc Monaco a mené logiquement 2-0, et à 2-0, ça s'est éteint physiquement, parce que ils ont fait beaucoup d'efforts avant ça pour défendre les quatre attaquants, et ils l'ont payé. Et surtout que Strasbourg a fait des changements, a fait rentrer beaucoup de joueurs frais, a fait rentrer Bakwa qui est décisif deux fois. Et au final, tu n'as pas réagi à ça, tu n'as jamais réagi à ça. Et donc, tu as laissé Strasbourg revenir dans un match que tu maîtrisais. Parce que Monaco menait 2-0, aurait pu marquer, aurait dû marquer plus parce qu'il y a encore trop de ratés. Euh, Après, il y a eu Et donc, quand même Penders qui a fait une fleur à Kliouche. oui, mais c'est Balogun qui va le chercher. Ouais, C'est ouais, Balogun qui Balogun va qui presse. à Mais 1000 à l'heure sur Penders, il doit lui. jamais faire ça. Ouais. Oui, oui, c'est une erreur du gardien. Il va tellement vite sur le pressing qu'au final, bah, ça le perturbe et ça lui fait rater. Enfin, ça l'empêche de dégager. Euh, mais Monaco s'est mis dans la difficulté tout seul en ne changeant rien à 2-0 parce qu'il fallait changer des choses à 2-0 pour ramener un calme, une sérénité quand Strasbourg poussait. Donc au final, Strasbourg est revenu sur deux buts amenés par Bakwa. Le premier est magnifique et le deuxième, c'est un penalty logique. Et à 2-2, c'est devenu le bordel. C'est allé d'un but à l'autre. Monaco ne voulait pas de ce match nul, donc se découvrait beaucoup, laissait beaucoup d'espace. Cohn a fait un arrêt parce que est rentré à la place de Radeki qui s'est blessé. Cohn a fait un arrêt ultra décisif. Et, euh, et c'est Minamino à la 97e sur le dernier ballon qui marque sur une passe incroyable d'Akliouche. Akliouche qui est buteur et passeur décisif, mais cette passe à la 97e, elle est monumentale. Et Minamino qui était rentré avant. Donc au final, ça s'est joué un peu de chance, mais globalement, j'ai trouvé Monaco meilleur sur l'ensemble du match. Un nul n'aurait été loin d'être volé, mais Monaco a marqué 3 buts valables, aurait dû marquer plus. Et c'est ça qui m'amuse un peu dans ce que dit Rosignan. Il t'explique que le but refusé à Strasbourg est valable. Je suis d'accord. En soi, les deux buts, celui de Monaco et celui de Strasbourg, sont à peu près équivalents. Donc les deux buts devraient être accordés. Mais pourquoi est-ce que dans ce cas-là, c'est ce que je te disais, c'est la frustration d'un match. Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, tu ne parles pas de la semelle par derrière de Panicelli 2 minutes avant le but refusé? Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, tu ne parles pas des 3 buts encaissés qui sont valables? Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, tu ne parles pas des 4 occasions de but que Monaco a vendangées? C'est trop facile. Donc au final, son équipe, elle a été nulle pendant 45 minutes. Monaco a mené 2-0 logiquement. Hmm. Et Ouais. ensuite, c'est la frustration d'être revenu à 2-2 et de quand même perdre ce match à la 97e. Mais globalement, j'ai trouvé Monaco supérieur, mais pas assez fort à ce que j'aimerais. Voilà. Oui, après, attends, si je dis pas de bêtises, c'est combien? C'est 9 sur 9 là, non? Pour Monaco. Non, non, c'est 6 sur 9. Il y a la défaite à Ah, Lille. pourquoi je me rappelle plus de cette défaite? Et c'est victoire contre le Havre. But de Giroud. Victoire contre le Havre le Mais premier oui, c'est match. vrai, je l'avais Deuxième match, oublié ce match. 1-0 à Lille à la 91e minute sur un but de Giroud. C'est Et vrai. Et après, il rate le penalty dans la foulée. et ensuite, Lille rate un penalty. Mais ils ont vraiment appris et là, je suis content, c'est qu'ils ont vraiment changé l'attitude par rapport à Lille, où vraiment il y avait un manque d'envie. Lille avait beaucoup plus envie de gagner que Monaco, l'a gagné logiquement. Et là, ils ont fait les efforts pendant 60 minutes, sauf qu'ils étaient cuits. À un moment, à 2-0, ils étaient cuits. Et c'est là où tu dois agir sur le banc, et ça n'a jamais été fait. Donc Strasbourg est venu à 2-2 en 2 minutes sur deux situations totalement bêtes. Et ensuite, il a fait ses changements très tard, et comme il y a eu 8 minutes d'arrêt de jeu, ça a permis de marquer à la 97e sur un petit miracle. Mais ça passe, mais il faut être meilleur. Il faut être meilleur. Ça aurait dû même être plus que 6 sur 9, mais ça permet d'avancer en gardant quelques ambitions. Ouais. Donc Mm. j'ai mis en lumière Thez et Mawissa qui ont fait un match plutôt correct, j'ai trouvé. Bah oui, ça est monstrueux. Monstrueux, Ouais. ça fait 2 matchs. Même à Lille, déjà, il était monstrueux. Très, très bon, Mawissa. J'aime énormément. Il a une sérénité et surtout, il a une aisance avec son pied gauche, toujours vers l'avant, toujours concentré.
très très bon. Il fait hyper plaisir. Franchement, très très fort. J'aime beaucoup. Bah écoute, tu valides, donc c'est bien. Euh, bon, on n'en a pas parlé, mais Strasbourg a laissé des plumes aussi en Coupe d'Europe, ce qui a pu aussi faire que pendant une grosse partie de la première mi-temps, ils n'étaient pas au niveau, tout simplement. Et oui, après je vais laisser parler là, mais c'est pas facile. C'est pas facile de mettre la même intensité tous les 3 jours. C'est une habitude et ça, c'est sûr que ça va coûter des points et c'est normal et c'est à tout le monde. Ça va coûter des points à Monaco, la Ligue des Champions. Et quand tu mets une grosse intensité en Coupe d'Europe sur 90 minutes, t'as pas le réflexe d'allumer tout de suite pareil 3 jours plus tard sur une Ligue 1 où tu te dis, bon, bah, je vais gérer les efforts pendant 20 minutes, sauf que pendant 20 minutes, ils ont géré les efforts, sauf qu'ils ont pris un but, 3 occasions et le deuxième but juste après, quoi. Donc, au final, ça leur coûte le match, oui. C'est aussi ça qui coûte le match. Parce que s'ils font une meilleure première période, Monaco n'est pas facilement devant à 2-0. Et ensuite, à 2-0, Monaco n'a plus qu'à espérer un coup de pouce, un truc individuel. Et c'est ce qui s'est passé à la 97e. Donc oui, oui, Strasbourg a payé aussi l'enchaînement des matchs et a payé aussi le fait que défensivement, c'est toujours assez inquiétant, je trouve, comme l'année dernière. Euh, mais ils n'étaient pas loin d'un match nul non plus. Donc c'est pas inquiétant. Globalement, c'est pas mauvais, c'est pas inquiétant. Mais ça confirme ce que je pensais, que pour la Ligue des Champions, c'est très léger quand même, mais on verra. Mm. Même analyse, Ilan, de ton côté. Ah, bah, en fait, c'est le point sur lequel j'allais revenir, c'est que Strasbourg a joué 2 matchs de Coupe d'Europe face à Brøndby. Et alors déjà, il y a eu le problème face à Nantes, entre guillemets, où il me semble que c'est Méga qui marque en toute fin de match, Oui, si je dis pas de bêtises. il rate un Et immanquable et après il marque de la c'est ça, tête. ouais. Ouais, 2, 3 minutes avant, il rate un peu l'immanquable et derrière, il se rattrape, entre guillemets. Et bah, on avait déjà vu que c'était un peu compliqué, entre guillemets, pour Strasbourg d'enchaîner un peu tous les 3 jours. Et c'est un peu ce qu'on a vu dans ce début de match face à Monaco, où dans les 60 premières minutes, tu sens que les mecs, ils sont pas cramés, mais qui sont pas autant en forme que l'AS Monaco. Et après, il y a Dylan Bakwa qui rentre en jeu. Et d'ailleurs, Dylan Bakwa qui rentre alors que à ce moment-là, il aurait dû partir du côté de la Première Ligue. Au final, il reste en Alsace, mais non, il rentre, game changer. Je crois que c'est lui qui provoque le penalty et il marque également. Donc, tu vois, il te faut ce type de joueur-là pour débloquer une rencontre. Et après, comme l'a dit Manu, en fait, Monaco mérite sa victoire, même si elle s'est destinée à la 96e ou je ne sais pas la combienième minute exactement. Mais non, pour moi, c'est une défaite hors nature pour Strasbourg. Tu sais, il y a des défaites où bah, vraiment c'est ultra négatif. Il y a des défaites où c'est ultra positif. Bah, là, en fait, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que bah, il y a certains points positifs de Strasbourg, notamment offensivement, pardon. Et bah, tu as certains points négatifs, notamment, du coup, comme l'a dit Manu, la défense. Et non, honnêtement, pareil que vous, je suis pas inquiet pour Strasbourg. C'est une défaite qui arrive après avoir joué 90 minutes il y a 3 jours. Voilà, pour moi, c'est pas la défaite qu'on va retenir cette saison et je suis encore très confiant pour les Strasbourgeois cette saison. Très bien. Dans ces cas-là, je vais passer au match suivant et je vais te demander si tu es confiant pour les Marseillais. Hmm. Du coup, on passe quoi à l'Olympico, c'est ça? Eh oui, monsieur, c'est parti. Mais en fait, c'est un match qui est un peu compliqué à décrypter parce que bah, dans les 30 premières minutes, il me semble de tête que c'était Marseille qui avait un petit avantage, mais c'était pas non plus écrasant. Et après, il y a ce carton rouge pour Egan Riley qui est très certainement pour Balerdi. Voilà, Balerdi qui était tout seul, il dégage mal un ballon, Fofana récupère, tacle de Riley, et du coup ça fait carton rouge. D'ailleurs, carton rouge totalement mérité. Et après, Lyon pousse, mais là, j'avoue que si je dois avoir du négatif sur l'une des deux équipes, je le verrais plus côté lyonnais. Parce que bah, 10 contre 11, certes, tu avais beaucoup le ballon, mais tu n'avais pas énormément d'occasions. C'était surtout beaucoup de centres que Rouli a capté très bien à chaque fois. Et malgré que je trouve que la défense marseillaise était une catastrophe, même avant la pré-entrée de Cornelius, peut-être Cornelius est limite le meilleur défenseur sur le match, j'ai trouvé. Oui. Il fait vraiment un très très gros match dès la Cornelius. D'ailleurs, je sais pas s'il est parti aux Rangers. Non, non, J'ai il pas est resté, il me semble, non? vu.
Je sais pas, j'ai pas Ah, vu l'info passer. tout à l'heure, tu vérifies, tu nous dis. Ouais. Et alors j'en étais où? Et du coup, en fait, c'est un peu compliqué de juger ce match-là. Forcément, Lyon mérite sa victoire. Voilà, on va pas faire les mecs de ouais, mais nanana. Marseille s'est créé les plus grosses occasions, notamment la talonnade de Amad Traoré. Amad Traoré que j'ai trouvé bon, sans plus, mais j'ai trouvé bon. Et voilà, Lyon a enfin réussi à trouver le cadre en toute fin de rencontre. Gros big up à Abner, qui a fait un match XXL, je trouve. Peut-être le meilleur joueur sur le terrain. Je sais que c'est Rouli qui a eu, Oui, homme du qui a match. eu, comment dire, qui a été l'homme du match. Mais Abner, Fofana et Maitland Nice, vraiment gros chapeau. Et côté marseillais, Greenwood, j'ai pas compris son match. Tu m'étonnes. Greenwood, c'est un peu ce que je lui reproche. Attendez, j'ai une grosse info mercato. On parlait de Dylan Bakwa. Oui. Dylan Bakwa est officiellement transféré à Nottingham Forest Oh, pour 35 millions d'euros. ok. Ça va être un peu plus dur pour Voilà, Strasbourgeois. voilà. C'était la petite info voilà, que je viens de voir. Et non, Greenwood, pour moi, il faut trouver le problème. C'est pas normal que dès qu'il affronte un gros club, qu'il n'arrive plus à rien. Là, c'est une catastrophe. Honnêtement, son match, c'est une catastrophe. Ouais, mais c'est pas le Il seul y a non rien. plus. Mais bon. Ah oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Est-ce Mais que- en fait, là, je pense surtout que Greenwood, on connaît son talent, on connaît son football. Et normalement, c'est ce type de joueur qui doit te transformer une rencontre. Ouais, bah, Greenwood, ça a été, c'était compliqué, quoi. Même la saison dernière, on le voyait, quand il affrontait des gros, c'était beaucoup plus compliqué. Enfin, personnellement, j'ai du mal. Et après, voilà, comme je dis, il n'y a pas vraiment de conclusion à tirer côté Marseille parce que tu as 10 contre 11. Donc voilà, pour moi, c'est pas sur ce genre de match que tu dois te focaliser. Il y a eu des problèmes défensifs. On a vu que trois renforts défensifs sont arrivés. Maintenant, j'ai envie de dire, on verra ce qui va se passer côté Marseillais. Moi, je te trouve un peu dur avec Lyon parce que au final, il y a eu quand même de grosses occasions côté lyonnais, notamment à cause voilà, du feu follet Fofana. Euh, Lui, pour le coup, voilà, quand il était sur le terrain, j'étais pas serein du tout. Donc, Ah ouais, non, c'est quelqu'un quand même, ouais. Fofana. Donc, ouais, à part, euh, à part la talonnade de Traoré, il n'y a pas 36 000 occasions pour l'OM non plus. Après, c'est un peu normal, tu me diras, à 10 contre 11. Même s'il y a eu des moments où on va dire qu'on a cru à certaines contre-attaques. On y a cru. Mais après, voilà, il y a quand même un bon gardien en face, c'est Descamps. Il n'y a pas que Rouly aussi de bon. Donc, moi, j'ai trouvé quand même que au niveau. Quoi? T'as une info? Mbolo quitte l'AS Monaco officiellement et s'engage à Rennes contre 15 millions d'euros. Voilà, ça vient d'être officialisé par le Stade Rennais. Ouh. Ouais, de toute façon, Manu en avait déjà parlé. Euh, Attendu. Ouais. ouais. Et au-delà de ça, ce que je trouve un peu short avec l'équipe de Lyon, c'est que là, tu perds Miko Tadze. Euh, Qui C'était tu dur vas d'ailleurs mettre? hein, pour Ouais. lui, Nicolas Tagliafico. Karabek, ouais, ok, très bien. Mais va quand même falloir un 9 parce que c'est ce qui a manqué en fait hier. S'il y a certaines actions de Fofana ou d'autres centres qui n'ont pas trouvé preneur, c'est parce qu'il n'y avait personne pour les réceptionner tout simplement. Donc Après, t'as Satriano qui a signé, hein. ouais, mais tu passes de Mais bon, Mikotadze après, à est-ce que Satriano, ça... Voilà. ok. Ce que j'allais dire, pour moi, ça remplace pas un Donc Nicolas Tagliafico, ouais, forcément. moi évidemment je me fais beaucoup de soucis sur euh, je pense que Manu va en parler, mais les choix de De Zerbi. Euh, j'ai l'impression que là, ces joueurs, il a plus vraiment la possibilité de les secouer en fait. Euh, Il y a certains joueurs qui répondent plus présents. Tu as parlé de Greenwood évidemment, mais je pense qu'un taulier comme Pierre-Emile Højbjerg, voilà, ça Oui, devrait mais être la personne qui doit taper du poing, ou même Balerdi, c'est le capitaine à la base.
Ah non, Eh le oui. match de Højbjerg, c'est une catastrophe Mais industrielle, Vas-y, c'est Manu. justement vraiment. ça. C'est justement ça le problème, c'est que les joueurs qui coulent l'OM, ce sont les joueurs qu'il a mis devant. L'année dernière, il écarte Greenwood par séquence parce que Holberg en a marre. Il a toujours dit, Balardi il peut faire ce qu'il veut, il ne sortira pas. Aujourd'hui, les joueurs qui te coulent, c'est ceux que tu as sortis de ta logique sportive et de ta concurrence. Et moi, je sature de voir Balardi faire n'importe quoi avec ballon au milieu de terrain. Je n'en peux T'es plus. pas le Je seul. n'en peux combien de fois ça va être comme ça, mais combien de fois que ça te coupe un match, deux matchs, trois matchs, mais que ça dure 2 ans. Combien de temps? Il reste 10 ans, Balardi, pendant 10 ans, il va donner des ballons à l'adversaire. Combien de temps ça va durer? Et le problème, c'est que qu'est-ce que tu fais vu que tu l'as mis capitaine, intouchable, que à chaque fois qu'il fait une connerie, tu dis bah c'est pas grave, lui il n'entre pas dans cette logique de rotation. Pareil pour Holberg parce qu'il a joué en première ligue. Comment tu fais maintenant? C'est ça que je reproche à De Zerbi et qui m'énerve. C'est qu'à un moment, pour lui, c'est ma vision. Et comme sa vision, elle est sacrée et elle est au-dessus du football, eh ben, ça va forcément bien se passer. Mais non, ça se passe pas bien parce que Balardi, il n'arrive pas à ressortir un foutu ballon. Donc, Hmm. donc, ça se passe pas bien. Et parce que Holberg, il n'a plus le même impact. Et donc, comme c'était deux joueurs avec qui tu dors la nuit et que tu ne veux pas sortir, et ben, tu fais comment? Tu sors Greenwood. Moi, je suis d'accord pour taper sur Greenwood, mais Greenwood, il n'est pas bon pendant 25 minutes. Parce qu'ensuite, il y a le carton rouge. Donc, après le carton rouge, c'est terminé, il ne peut plus exister. Et à Oui. la mi-temps, il sort. Il est remplacé. C'est le premier. Il doit faire un changement, c'est Greenwood. Bon, ben, moi, je pose la question à De Zerbi, on fait comment maintenant? Alors, On fait comment? On va continuer? juste On un va truc, continuer? Manu, c'est Nadir qui sort d'abord. Greenwood, il sort après. Oui, oui, oui. Ouais. Il sort à la mi-temps. Mais il a 25 minutes avant le carton rouge, ou 30 minutes, grand maximum. Après le carton rouge, il y a 15 minutes. Et il y a la mi-temps et il sort à la mi-temps. Ouais, mais il faut avouer quand même que sur pas mal de matchs, techniquement, c'est compliqué. Greenwood, je le reconnais pas, quoi. Autant il nous a fait des matchs de pré-saison où C'est il montrait beaucoup de c'est comme. choses. Non, mais sur les pré-matchs, il a été. Face au PFC, il a été bon, moi, j'ai trouvé. Là, c'est pas Greenwood qui tue le match. Bien C'est le carton sûr. rouge à la 30e minute. Non, mais je suis Il n'y a d'accord plus avec de toi. match. Bien Moi, j'aurais sûr. aimé voir un match. J'aurais aimé qu'on discute d'un match où jusqu'au bout, on aurait pu dire Greenwood n'a pas été bon sur 95 minutes. Il est nonchalant. On peut pas, parce que Balardi a donné le match à l'adversaire. Donc à partir du moment où on ne peut pas discuter du match, bah, moi je veux savoir avec De Zerbi, qu'est-ce qu'on fait? On continue, brassard, et il donne des ballons, et tu as les autres derrière qui viennent faucher parce que les ballons ils repartent en compte toutes les 2 minutes. C'est ça. Et il n'y a que ça. Et il va te dire, oui, mais moi je viens de la rue, c'est mon football. Il faut qu'ils Mais sortent leurs Genesio, couilles. Même l'année dernière, hein. il gagne pas 7 millions par an et il a compris les choses. Ouais. Moi, Non, mais même l'année dernière, tu vois, au Groupama, c'est lui qui prend le carton rouge à la 4e minute, tu vois. c'est ce que je te Et dis, après, c'est lui qui passe. Oui. que grâce à Ro, il te met le but à 97e Et et le tu sais pas but de comment il la met, Garcia tu vois. et Mais le but de Lirola. tu vois, en fait, au bout d'un moment, c'est, j'aime beaucoup Balerji, hein. Mais si à chaque match, le mec, il te fait 3 erreurs, là, encore ça va parce que c'est entre guillemets que cette OL-là. Il faut dire que ouais, tu vas affronter le Real Madrid, Liverpool, le PSG. C'est quoi? Les 3 heures qu'il va te faire, ça va coûter 17 buts en fait contre ces équipes-là, tu vois. Et quand je pense qu'au début de mercato, Marseille aurait apparemment refusé 40 millions pour Balerji, c'est en fait, je me demande comment c'est Parce possible, que, tu vois. parce que De Zerbi a dit que c'était son capitaine et son joueur intouchable. Et que, donc, du coup, comme tu as un club qui se veut être structuré et qui a plutôt raison dans ce sens-là, eh ben, tu le suis. Sauf qu'à un moment, moi, je l'aime beaucoup, mais à un moment, il commence vraiment à me rendre hystérique, hein. Il commence vraiment à me rendre fou. L'année dernière, c'était par séquence, mais là, ça va pas de nouveau être toute la saison. C'est pas possible avec ce qu'il gagne, avec ce qu'il demande, avec ce qu'il dit en conférence de presse. C'est pas possible. À un moment, il va falloir retrouver de la lucidité, il va falloir retrouver de la cohérence. J'en peux plus sur le premier match, c'est Murillo qui était très bon à droite, qui joue à gauche. Qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et là, en l'occurrence, c'est toujours la même chose. Les incohérences de Zerbi. Donc moi, honnêtement, il commence vraiment à me rendre hystérique parce que je l'aime bien. Et je pense que c'est un bon coach et il a fait des bonnes choses. Mais à un moment, il ne peut pas s'enfoncer dans une certitude en disant je suis dans un club où je suis supérieur au club, c'est mes idées. Mais tes idées, elles ne fonctionnent pas là. Ça ne fonctionne pas. Quand Luis Enrique, ça ne fonctionnait pas, il a compris.
et il a changé pour que le PSG ait des résultats. À un moment, Berardo, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Tu peux le trouver très beau, avec ballon, il est très sexy. Il sait pas gagner un duel, il joue pas les matchs importants. Si Balerdi coûte un but par match, c'est pas parce que toi, tu estimes que tu es le meilleur coach de l'univers et de tous les temps que tu vas le laisser à tous les matchs. Moi, je sature. Donc, franchement, j'ai trouvé voilà, que le match était terminé à la 30e minute et c'est pas normal, encore une fois. Il l'a dit l'année dernière, c'était la même chose. Alors, l'année dernière, c'était un miracle. Mais le match aurait dû être terminé. L'année dernière, c'était à la 4e minute ou 5e minute, où je me souviens plus. C'était Ouais, pareil. Euh, Ouais, 4e minute, il prend un deuxième jaune débile sur la casette et même son premier jaune, c'est lunaire que donc, c'est donc n'importe c'est quoi. tout le temps pareil. Et là, vous avez, Léla a parfaitement raison. Le score est de 1-0 parce que Lyon n'a pas été forcément bon. Mais ça, vous l'avez dit, il y a plus un seul attaquant. T'as vendu la Casette, t'as vendu Mama Baldé, t'as vendu Gift Orban, t'as vendu Mikotadze hier. Il n'y avait plus un seul attaquant. Donc là, on verra avec Satriano. Mais au final, c'est un but contre son camp de Balerdi. Bon, c'est pas de sa faute, il est au duel. Mais Lyon n'a pas marqué parce qu'il y avait cette incapacité à marquer, tout simplement. Fofana était très bon, mais il y avait pas, il y a pas, il y a plus d'attaquant, il n'y a plus de numéro 9. Et Karabek je ne l'ai pas trouvé bon. Et c'est Pavel Suc et Tagliafico que j'aime beaucoup qui font la différence sur l'action. hmm, tout à fait. Et au final, l'OM a abandonné le match encore à la 30e minute. Et combien de matchs? Combien de matchs? On verra. Écoute, hein, Et juste un petit point positif sur le match. Alors, il a joué que 30 minutes, mais c'est Bilal Nadir, oui, oui. que j'ai trouvé quand même assez bon sur les 30 premières. Bah après, malheureusement, voilà, il a subi un peu ce carton rouge. Mais vraiment, sur les 34 premières minutes qu'il a joué, honnêtement, bravo monsieur. Pour quelqu'un qui n'a pas énormément d'expérience, etc., je l'ai vraiment trouvé bon, Bilal Nadir. Non, mais la concurrence, elle fonctionne bien. Elle fonctionne bien avec Guiri. Elle fonctionne bien avec Aubameyang. Elle fonctionne bien avec Greenwood. Va lui demander si elle fonctionne avec Pierre-Emile Holberg et avec Balerdi. Et là, on va voir s'il est cohérent. Après, Greenwood, pour l'instant, pour moi, c'est plus du rafistolage qu'autre chose, la concurrence. Parce qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un, voilà, qui est à son Ah mais niveau, Nico, entre tu guillemets. sais, Greenwood, il a mis 47 buts en match de préparation, donc c'est pour ça, il est intouchable cette saison. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu Ah oui, sors je rigole. Greenwood, qui tu mets à droite? C'est Ah ça. ouais, ouais, ouais. Ouais, mais bon. Et ouais, c'est pareil, il a pris, on ne sait pas pourquoi. Moi, j'aimerais qu'il m'explique pourquoi il a pris ouais, pour jouer quel poste. Il va changer de poste à chaque match. Et les C'est ça, c'est gauches, ça. et les Et gauches, les arrière gauches, droit. il a joué d'abord cuisson droit à Rennes, ensuite ailier gauche, et ensuite latéral gauche. Ouais, c'est pas mal. Euh, En il va fait, il trouver un joue autre. partout. Ouais, mais à un moment, il faut qu'il y ait de la cohérence et une compréhension. Enfin, c'est ce qu'avait dit l'OM en plus eux-mêmes au début de l'été en disant on veut se stabiliser sur quelque chose. Mais, mais là, il y a absolument rien de stabilisé. Alors, il reste de la qualité individuelle, il reste le vélodrome, il reste lui là qui se prend pour la réunification de Mourinho, Guardiola, Cruyff et tout le monde qui arrive à peu près à concerner ses joueurs. Et à un moment, et en droite, tu attendras plus quand tu mets autant d'argent, quand tu te dis être ambitieux comme les Benatia, comme les deux Zerbi. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Donc moi, ça m'agace et j'attends de voir ce qui va se passer. Moi, je lui laisse encore du temps à deux Oui, bien Zerbi. sûr, bien sûr. Voilà, c'est encore une À fois. Balerdi? Non, à deux Zerbi. Oui, oui. Ah, tu m'as fait peur, parce que Balerdi, j'allais dire que ça fait 5 ans il est là déjà. Le temps, il l'a eu, hein. Non, Oui, non, oui. Non, Balerdi, mais tu as raison. je Mais sature aussi. c'est le socle du projet. Donc sinon, ça veut dire, ça y est, tu actes que c'est fini et tu passes à autre chose, mais c'est pas le cas. Ça fait 3 matchs, on va attendre. Mais je suis énervé parce qu'après 3 matchs, je m'attendais à plus de points et que je veux plus de points. Oui, oui. Est-ce que ce sera le cas? J'en sais rien, j'espère. C'est pour ça que ça m'énerve aujourd'hui. C'est pas une projection. J'en sais rien ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, il y a de quoi être déçu. Et donc, c'est pour ça que je gueule. C'est parce que il y avait pour moi de quoi faire un petit peu mieux que ça. Et donc, j'espère que ce sera le cas et c'est ce que j'attends. T'inquiète, hein. Et tu sais, il y a la théorie de quand un Olympique va bien, l'autre va mal. C'est en fait Lyon brille trop en ce début de saison, c'est pour ça. C'est pas faux. Donc, ouais, on verra ce que ça donne avec les recrues. Prochain match contre Lorient. Euh, Moi, j'ai quand même, évidemment, en tant que Après, il y a le temps encore, supporter ça de reste le l'OM, envie d'y début. croire.
Parce que, mine de rien, encore une fois, d'un point de vue mercato, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. On a a priori un vrai mock avec O'Reilly. Donc c'est cool. Ça veut dire que tu as cette option-là au milieu offensif. Sachant qu'Harit, lui, ça fait un petit moment voilà, qu'il est plus du tout considéré. Peut-être à juste titre, hein, je suis pas là aux entraînements, donc voilà. Encore une fois, peut-être que De Zerbi a vu que c'était pas suffisant, mais ça fait un moment que voilà, il est mis sur la touche Harit, donc est-ce qu'il y a que des histoires de blessures là-dedans, on sait pas. Mais en tout cas, voilà, je pense que est-ce que l'OM va enfin va enfin lancer sa saison, c'est ça que je voulais dire, avec le prochain match à Lorient, j'espère. J'espère qu'on verra quelque chose. C'est ce que j'attends de pied ferme, évidemment. Parce que là, on peut pas continuer comme ça, en fait. C'est juste pas possible. Donc, on va passer au prochain match, les amis. Petite info Ouais, mercato, Isaac s'engage avec Liverpool. Ouais, bah ça, Voilà. ouais. record du transfert anglais. Ils en sont à 500 millions d'euros de Ouais, ouais. dépensés sur ce mercato. Ça, c'est fou, ça. Et... Alors, il y a des rentrées À d'argent aussi. Liverpool, 500 millions? Oui, Liverpool, ouais, oui, 500 oui. millions d'euros. Florian Wirtz, 130 millions. Isaac, 150 millions. Kerkez, 40 millions. Frimpong, 30 millions. Ah, 40 Frimpong et 30 millions pour Léoni Et Giovanni. Léoni, le défenseur de Parme, 500 millions. Et ils allaient faire Guy, mais ça a capoté à la dernière minute. Ils allaient le faire à 40 millions d'euros aussi, le défenseur de Palace. Alors, il y a des rentrées d'argent, mais quand ton patron te dit cet été, on va faire un mercato à 500 millions et qu'en plus, c'est des joueurs aussi sexy que ça, tu te dis, mais il y a pas une place. Je peux venir, je peux faire quelque chose. Franchement, c'est fort, hein. C'est fort. C'est monstrueux ce qu'ils ont fait, hein. Ah bah là, Ah d'ailleurs, nouvelle petite info entre guillemets. Là, ça concerne un coach. D'ailleurs, on avait parlé que Leverkusen avait changé de coach. Leverkusen a contacté deux fois Xavi, ouais. donc l'Espagnol, l'ancien milieu de terrain, et Xavi a recalé deux fois Leverkusen. Mais Xavi, il attend quoi? Il attend Voilà. Barcelone parce que je ne sais pas ce qu'il attend. Après, c'est une source Marca, donc après, est-ce que c'est fiable ou pas, vous faites ce que vous voulez. Ouais. Apparemment, Xavi aurait recalé deux fois le Bayern Leverkusen. Allez, on va parler du Paris FC face au FC Metz. Sachant que, encore une fois, c'était un match assez. J'ai trouvé. Alors, je vais dire ce que je pense du match. Évidemment, après, je vous laisse la parole. Mais moi, j'ai trouvé que déjà, j'attendais mieux du PFC dans ce nouveau stade, entre guillemets, de Jean-Bouin. Parce que j'ai trouvé plus les Messins qui avaient pris les choses en main. C'est pour ça que d'ailleurs qu'ils ouvrent la marque. Et après, ça a commencé à aller mieux du côté du PFC, mais voilà, j'étais un peu ouais, surpris du début de match côté PFC. Quoi, qu'est-ce qui se passe encore? Cornelius quitte officiellement l'Olympique de Marseille pour les Rangers. Voilà, ça vient d'être annoncé par l'OM. D'accord. Et voilà. Eh ben, merci Maintenant qu'il y a Cornelius. les arrivées. Ouais, À l'OM, maintenant, tu vas jouer avec quatre défenseurs centraux. Medina à gauche, Aguerd dans l'axe. À côté, ça sera soit Balardi, soit Egan Riley et Pavard. C'est-à-dire que si tu veux faire monter quelqu'un, tu peux pas. Tu joues, il n'y a que des défenseurs centraux, tout le temps, après, partout. c'est possible de jouer à 5 aussi derrière, hein, tu le sais bien, Manu. Oui, mais cinq défenseurs centraux, t'en as trop. Non, Tu peux aussi mettre cinq défenseurs centraux. Pourquoi pas, oui. non, Emerson, tu le mets à gauche et tu mets Wea à droite. Ouais, ouais, ouais. Ou Murillo, c'est pareil. On verra de toute façon, Manu, hein. Arrêtons de Ouais, parler excuse-moi de de l'OM, t'avoir coupé, hein. s'il te plaît. Voilà. Arrêtons. Arrêtons de parler de l'OM un peu, parce que sinon ça va D'habitude, on m'énerver. en a parlé tout à l'heure. Ça va Justement, on s'est m'énerver. posé la question, c'est pourquoi je me suis permis Ouais, ouais. de rebondir là-dessus. Bon alors, Manu, ce match du PFC où ils sont pas rentrés tout de suite dans leur match, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Toi aussi? Oui, tu as raison. Oui, oui, tu as raison. Moi, je pense que c'est un peu d'appréhension encore du niveau Ligue 1. C'est un club qui est vraiment pas habitué à la Ligue 1, hein. Euh,
Et d'ailleurs, les joueurs qui sont un petit peu, qui sortent du lot, c'est les joueurs qui sont vraiment à l'aise et faciles individuellement. Et c'est comme ça que le PFC s'en sort avec Kebal, que je trouve très très fort, et avec un Moses Simon qui lui, pour le coup, est habitué à la Ligue 1 et qui peut marquer à peu près tout le temps. Donc ils s'en sortent. C'est ce qu'on disait pour moi, grâce à leur mercato, qui permet d'être supérieur au bas de tableau. Sans ce mercato-là, Metz aurait pris des points. Euh, mais tu as Moses Simon qui met un but décisif et tu as eu un mercato et tu as une équipe qui permet d'être un petit peu légèrement supérieur au bas de tableau et au promu, parce que Metz c'est un autre promu, et globalement à la course du bas de tableau. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est loin d'être maîtrisé, loin d'être facile. Et c'est pour ça que j'attends pas grand-chose d'ailleurs cette année, mais il faut pas attendre grand-chose parce que c'est un promu et c'est pas parce qu'il y a de l'argent et qu'ils ont mis un peu d'argent que forcément il faut les attendre. Ouais, on le S'ils se sait bien. maintiennent, ça sera bien. S'ils se maintiennent, ça sera bien. Et cette victoire, elle permet d'envisager ça. Donc c'est ce qu'il faut et c'est bien gagner quand tu peux avec les individualités. Et ensuite, cet hiver, pourquoi pas, et surtout sur l'été prochain, faire une vraie planification pour avoir des gros recrutements. Mais là, aujourd'hui, c'est cette ambition mesurée qui permet de gagner ce match-là. Et Ilan, de ton côté, même lecture? Ah non, moi, c'est. Alors, alors, le premier match, je sais plus contre qui c'était du Paris FC. Mais C'était je à me Angers, rappelle. j'avais pas vu, à Angers. Oui. Voilà, c'est ça. Et je me rappelle, j'avais été ultra déçu du Paris FC sur ce match-là parce qu'ils avaient rien proposé, c'était très brouillon, etc. Ensuite, il y a eu le match face à l'OM où vraiment ils m'ont surpris. Alors après, est-ce que c'est l'OM qui a sous-performé? Ça, c'est un autre débat, mais vraiment, ils avaient surpris face à l'OM. Et là, bah, encore une fois, je suis agréablement surpris que, bah, en fait, tu vois, que petit à petit, ça se met en place. Tu vois, il y a quelque chose qui arrive. Alors, Kevin Trapp, je suis pas très convaincu sur ce match face à Metz. Et par exemple, Ilan Kebal, incroyable encore. Doublé, magnifique. Hmm. Et après, je crois que c'est Moses Simon aussi qui marque. Oui, tout à fait. Donc, non, pour moi, le Paris FC va très largement se maintenir. Je viens de voir l'info passer, ils ont dépensé à peu près 60 millions d'euros. Mais pour moi, c'est de l'argent bien investi. Ça n'a pas été des 15 millions lâchés sur des joueurs au hasard, entre guillemets, mais ça a été vraiment sur des joueurs qui connaissent un minimum le championnat. Donc, non, pour moi, c'est une belle victoire. C'est pas une victoire extraordinaire face à Metz, mais pour moi, ça va être une très belle victoire. 3 buts à 2 face à un promu. Enfin, deux promus qui s'affrontent. Paris FC gagne. Bravo, et maintenant, on va voir la suite, quoi. Ce que je trouve intelligent, c'est que j'avais cerné les mêmes choses qu'eux sur les manques, sur les derniers manques. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'arrivées, mais par exemple, j'avais bien aimé Noah Sanguis, le latéral gauche. Et ben là, ils ont recruté un vrai latéral droit avec Amari Traoré. Oui. Euh, Face à l'OM, il a manqué. Dès que tu as fait sortir un milieu de terrain, il n'y avait plus rien et ça n'a plus existé. Et tu as coulé. Ils ont pris Pierre Lesmelou. Il fallait un attaquant, ou en tout cas un ailier attaquant. Ils ont pris Koné. Ils ont essayé Stassin, mais ça n'a pas fonctionné. Je trouve je ne sais pas si c'est parce que c'est le même avis que moi, mais vu que c'est le même avis que moi, je trouve qu'il cerne bien les besoins euh, et que ça va permettre de se maintenir. On verra. Ouais, il y a peut-être une pige à Voilà. faire au Paris FC, Manu, hein. Ah, mais là, il y a beaucoup de matchs à perdre. Là. Je vois pas. Mais oui, c'est un projet intéressant, oui. Bon, est-ce qu'on commence à se faire du souci pour nommer ça ou pas? Oui, mais est-ce que tu as été positif à un moment quand Metz Hmm. remonte en Ligue 1, malheureusement? Ah, là, c'est Je compliqué, ne sais là. pas, est-ce qu'à la stade, ce club a déjà réussi à se maintenir en remontant en Ligue 1? Oui, il y a un moment, ouais, ça Il y a date. longtemps, oui. Oui, ça Ouais, date. Ça date, mais parce oui, que, c'était une figure emblématique de la Ligue 1 pendant longtemps. oui, mais depuis, 7 c'est buts les encaissés en centres. 3 matchs hein, pour Metz. Hein. Hein? 7 buts encaissés en 3 matchs pour Metz. Oui, la transition, elle est toujours ultra compliquée. Le problème, c'est qu'ils vendent leurs meilleurs joueurs, malheureusement, et du coup, la transition, elle est ultra dure. On fait revenir Abid Diallo. On va voir, on va voir. Ils ont essayé. J'ai l'impression qu'ils essayent. Ils ont un peu plus de faire l'ascenseur, mais c'est ultra compliqué tout le temps. Quand tu as des clubs en face en bas de tableau, qui sont habitués à la lutte pour le maintien, qui ont le couteau entre les dents, qui ont l'habitude de la Ligue 1, et que tu as en face un club qui monte, qui ne connaît pas les stades de Ligue 1, vend ses joueurs. Là, ils ont perdu Udol juste avant le début, leur capitaine.
bah, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, je suis pas je suis pas très optimiste pour Metz, mais s'il y a plus faible, il y a plus faible. Mais aujourd'hui, je vois pas beaucoup d'équipes plus faibles que Metz, non. Oui, tout à fait. Ouais, j'en vois Ouais, pas. je suis J'en vois d'accord, je pas. suis totalement d'accord. En fait, j'en vois pas. Maintenant, parce que ceux qui sont habitués au bas de tableau, les Le Havre, les Angers, c'est des clubs qui arrivent à prendre des points sur des matchs. Là, Metz, c'est compliqué. C'est compliqué. Ils n'arrivent pas à prendre un point contre personne. Même contre un autre promu. Alors, c'est pas n'importe quel autre promu, ça c'est vrai. C'est un promu comme la Dylan qui a dépensé 60 millions. Mais le fait est que tu ne peux pas prendre de points. Donc, ils vont vraiment pas prendre beaucoup de points, je crains. Ouais. Ça peut être juste. Ouais. Bon, bah écoutez, ami Messin, on verra ce qui se passe aussi à la trêve, hein. On va Et squatter bonne ça. descente à vous. Non, sois pas comme ça, Ilan. C'est tôt, c'est tôt, c'est tôt. Ils vont t'assassiner. Ils vont t'assassiner. Euh, Et oui, c'est la raison dans le sens où ça peut sentir ça, oui, absolument. eh ben, écoutez, on va parler du SCO. On en parlait à l'instant par rapport au PFC, avec évidemment un ancien buteur du SCO qui a scoré contre eux à Rennes, le Paul, souvenez-vous. Et N'importe quoi. bon, bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as vu le communiqué quand même, t'as vu le communiqué d'Angers comme moi. Et oui, c'est Peut-être moi, que j'ai tweeté sur le coup. une idée, peut-être que si Abibay et Rennes achètent tous les joueurs de chaque équipe avant chaque match, peut-être qu'ils vont réussir à gagner des matchs à la fin. S'ils marquent tous contre le. Chaque week-end, tu achètes les joueurs de l'équipe adverse, ils vont Alors après, marquer, tu vas réussir à gagner un match ou pas? Bah, je suis pas sûr, hein. acheter des joueurs du PSG, je crois pas trop qu'ils aient la possibilité, mais ouais, bah ce Non, match-là, c'est il est quand compliqué même pour bizarre, gagner. hein. Il était assez bizarre hein, parce que au final, bah, on a trouvé de la cohérence du côté de Rennes. Ça leur a permis quand même de marquer. Mais après, ça s'est effondré, quoi. Ça s'est effondré quand même pas mal. Et puis le SCO a joué que son jeu qui sait faire. Et puis Rouault est pas exempt de tout reproche sur le but de Peters. Donc voilà, c'est quand même. Et puis bon, il faut noter que dans les cages du SCO, il y a quand même un homme qui s'appelle Kofi. Et il est Hervé solide. Kofi, ouais. Et il est solide. Donc ouais, ça joue, hein. À Manu. Oui, il a été bon, mais honnêtement, le SCO est proche de mener 2-1 en deuxième période aussi, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de situations et ils ont mal géré offensivement les situations. Ils ont été un peu maladroits, mais il y a eu beaucoup, beaucoup d'occasions pour Angers en deuxième période. Pour moi, la seule satisfaction de Rennes, si tu l'as dit, c'est le Paul. Ils l'ont acheté 15 millions, il a marqué un but, c'est la satisfaction. Globalement, c'est pas suffisant du tout. Un point sur six contre Lorient et Angers. Ça sert à quoi? Tu vas faire quoi avec ça? Tu vas aller où? Tu vas avoir quel objectif? Tu peux acheter tous les joueurs que tu veux. Il faut quoi? Il faut acheter à chaque journée, il faut acheter un joueur pour qu'il marque et espérer prendre un point. Pour moi, il n'y a pas d'évolution. Il n'y en aura pas contre ces équipes-là parce que Rennes n'arrive pas à faire mal avec ballon, à maîtriser les matchs. Au final, le schéma de Bay, il a le ballon par défaut parce que ces adversaires-là laissent le ballon. Mais son schéma ne permet pas de l'utiliser. Et en plus de ça, comme ça joue haut, eh ben, il se prend des comptes de l'au-delà. Et c'est ce qui s'est passé là sur le but. Et en deuxième période, où ils ont pris des contre assassins, et où c'est un miracle quasiment que Angers ne mette pas le deuxième. Donc pour moi, c'est pas une satisfaction de Rennes. Mais comptablement, c'est pas du tout une satisfaction. Oui, Ils ont très peu de points face à Lorient et Angers. Au final, la victoire contre l'OM, elle sert strictement à rien, quoi. oui, Donc c'est ultra décevant. Mais je suis pas déçu. Enfin, je suis pas surpris. Je suis déçu, mais je suis pas surpris parce que malheureusement, c'est ce que je crains et je crains que ça continue. ouais. Donc, j'ai peu d'ambition, mais je les ai mis très bas et tout le monde me l'a reproché. Mais bah, aujourd'hui, ils sont à la place que j'ai annoncée. Alors, c'est que 3 matchs. Ça veut rien dire, mais je vois pas comment ça peut aller plus haut avec la mise en place sportive actuelle. Peut-être que je me trompe et j'espère, mais moi, je suis pas rassuré. J'ai beaucoup aimé Angers parce que perdre ton attaquant, ton meilleur joueur, t'as pas Abdelli. Euh, il manque plein de choses, t'as pas d'argent, t'es mal payé, et malgré ça,
t'as un mental de fou, tu défends tout le temps, tu arrives à te projeter en contre. C'est pas facile de prendre un point et ils l'ont fait. Et ils sont vraiment pas loin d'en prendre trois. C'est une vraie satisfaction. Angers, du jeu dans la lignée de l'année dernière, le coach très bon. Et sacré club, sacrée mentalité de club en tout cas. Oui. Je sais pas si c'est impactant, mais c'est vrai que Reader, il est parti de Rennes. Tu me confirmes, Euh, Ilan? Attends, je te dis ça dessus. Tu me prends en dépourvu là. T'as vu? Il me semble il est qu'il pas est bon. parti, Il est pas bon Reader. contre Angers, hein. Hmm. Ouais, je crois qu'il est parti, effectivement. Ah ouais. Donc voilà, c'est un épiphénomène, comme tu le disais, Manu, parce que je pense qu'il avait déjà la tête ailleurs, Reader. Et Oui, mais ils ont tous la tête ailleurs, à part le Paul qui était content d'arriver, qui a marqué. Sinon, il y a aucune âme, aucune envie, aucun entrain, et surtout aucune idée de comment jouer en fait face à ces équipes-là. Donc au final, c'est la mascarade à chaque fois, et malheureusement, il y aura d'autres mascarades. Et ça ne peut pas durer bien longtemps. C'est très tôt, mais on va voir combien de temps ça peut durer. Ryder est bien parti à Augsbourg, hein. hmm, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, il est parti aujourd'hui. Tu peux nous faire un petit point sur le mercato de Rennes, qu'on ait des paillettes dans les Ouais, yeux? alors, non, mais après, honnêtement, je trouve qu'il est pas non plus Merlin, affreux. Tu vois, t'as Rongier, Merlin. Il n'y a pas de mauvais joueurs, hein. Il y a absolument pas, il y a absolument pas des joueurs pour faire 0-4 contre Lorient et un partout à Angers et 13e et avoir Abibay qui t'explique que mettre le réveil, c'est important. Il n'y a pas des joueurs pour faire ça. Altamari. Mais c'est vrai que il manque quand même quelque chose dans cette équipe, quoi. Donc on verra si ils arrivent voilà, à faire ce qu'il faut avec le pôle, à combiner. Euh, mais ouais, il y a certains joueurs comme Seko Fofana, c'est plus le même Oui, joueur, mais là, hein. tu vas mettre Mbolo et Le Paul parce que tu as pensé, euh, comme lui, il estime qu'il n'a qu'un seul schéma et que c'est celui en l'occurrence de l'Inter. Tu te dis vaguement, bah, c'est Marcus Thuram et Lautaro Martinez, parce que tu n'as rien pensé derrière et petit à petit, il s'est dit, ah oui, merde, mais l'Inter, au milieu de terrain, ils avaient quand même des joueurs comme Çalhanoğlu, comme Barella qui savent garder le ballon. Donc il a fallu prendre Rongier. Il a fallu des pistons parce que les pistons de l'Inter, ça a toujours été très fort mais ça a pris un an. Assignon, ça allait pas, donc il a fallu prendre Frankowski. Quand il n'y a pas Frankowski, ben, il n'y a personne. Mais c'est pas grave, tu mets un milieu de terrain. Le problème, c'est que là, tu vas mettre Mbolo et Le Paul. Mais Mbolo et Le Paul, ils défendent beaucoup moins que ce qu'ils faisaient avant à mettre Blas très haut, à mettre Altamari très haut. Donc, tu vas prendre des contres de l'au-delà encore plus. T'en prenais déjà beaucoup trop. À un moment, tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Tu peux pas. Tu vas expliquer à la télé, mais si tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Si tu essayes, c'est bien d'aller en poste, il faut. Mais si tu n'y arrives pas, tu dis, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Voilà. Ouais, bah écoute, il nous dira ça au micro. Ah non, il le Pourquoi dit il n'y pas. arrive pas? Non, mais non. Quand il sera de retour sur le plateau du Canal Football Club, il va nous expliquer pourquoi il n'a pas réussi. Ah, je Non, te après, jure. regarde, il a dépensé 70 millions à ce mercato quand même. Tu vois, il y a Estebano Le Paul, pardon, 13 millions. T'as Quentin Merlin, t'as Mbolo qui vient du coup d'arriver aujourd'hui. T'as Lilian Brassé, t'as Madi Camara. Enfin, honnêtement, il y a un bon mercato. Et en fait, Rennes, j'ai l'impression que c'est l'équipe où tu parles n'importe quel joueur, il va jamais rien se passer dans ce club. Parce que quand on prend poste par poste ce qui se passe à Rennes, tu te dis, ouais, bah, c'est une équipe qui va jouer le top 5 de Ligue 1, tu vois. Sauf qu'à chaque fois, tu sais pas comment, ils vont aller te chercher un top 10. Genre, vraiment, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe à Rennes. Je pense que c'est surtout ben, le staff en fait. Le staff, la direction Bien sûr. Là, qui tu se parlais de qui, celui qui va à l'arène, mais avec minimum de cohérence et d'idées, mais il va se régaler. Il va se régaler parce qu'il n'y a que des peintres faire 14e avec Rennes, c'est une honte. Et donc, si tu as un minimum cohérent et si tu as deux, trois idées, mais tu recolles le top 8 en 3 mois. C'est fou, c'est fou, c'est totalement fou. ouais, Et c'est ouais. pour ça que je parlais de Bodmer Ducard. Moi, je veux bien y aller. Mais eux, ils ont fait des choses incroyables avec le Havre et ils pourraient le faire. Et je les vois bien là-bas et ils mériteraient.
ils seraient très bien payés, ça serait bien pour eux, mais surtout au-delà de ça, ils, ils auraient les moyens de, de, de faire autre chose que ce qu'on voit actuellement. Donc, pourquoi pas. Voilà. Merci ami René. On va aller de l'autre côté de la Bretagne, plutôt du côté de Nantes, n'est-ce pas? Avec un score minimaliste, mais un beau but de Mostafa Mohamed. Et que dire de ce match, Manu? Ben, je suis content pour Mostafa Mohamed parce que moi, c'est un joueur que j'aime bien. Il avait très peu de ballons, il était très peu servi avant, et là, il l'a trouvé. La façon dont il emmène le ballon et dont il marque son face-à-face, moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment un pur numéro 9 mais assez rapide. Il emmène vite le ballon, il conduit bien le ballon. Moi, je le trouve vraiment fort pour Nantes, et c'est pour ça que l'année dernière, ça me saoulait quand il n'était pas utilisé ou qu'il y avait des problèmes, il était en dépression à cause du staff. Ben, Mohamed en forme, c'est très précieux à Nantes. C'est très, très précieux. Tu peux pas t'en passer. Et donc, ils ont réussi à gagner dans la douleur. Dans la douleur parce qu'après le but, ça a souffert. Mais le problème au Serre, c'est que je le disais la semaine dernière, c'est peut-être c'est Giroud qui va rentrer pour marquer parce qu'il n'y a plus personne. Hmm. Euh, Après, ils ont Giroud, gardé Sinayoko. oui, mais au final, c'est trop léger. Disons C'est qu'il trop léger. y a au moins Sinayoko, parce que Oui, non, mais t'as s'il était raison. C'est parti, important. alors là, T'as raison. C'est lui qui marque sur le match à Nice. T'as raison. Mais là, là, au final, ils ont été trop limités. Nantes, j'aime bien la mentalité. C'est limité, Nantes, mais j'aime bien la mentalité de s'arracher, de jouer chaque duel. Ils ont envie. Moi, j'aime bien. Les débuts de Castro sont compliqués, mais l'effectif est compliqué. Et là, ça permet de prendre 3 points, de respirer un peu, d'avancer plus sereinement. C'est le minimum et c'est bien. J'ai envie de voir la suite. Pour moi, le mercato est assez décevant à Nantes. Le départ de Moses Simon, de Chirivella, d'autres joueurs. c'est vrai. Douglas Augusto. Trop de joueurs importants. Nathan Zézé en Arabie Saoudite. Ouais, Le mercato est ultra décevant aussi dans le rayon des arrivées. Parce que Castro, il aime avoir le ballon et il n'a pas de milieu de terrain pour avoir le ballon. Au final, voilà. Minimum, je suis content parce que moi, j'aime bien ce coach et j'aime bien Mohamed et j'aime bien la Beaujoire. J'adore la Beaujoire. Mais ça va être difficile encore. Il ne faut pas faire croire que c'est la révolution du foot et que ça va aller jouer l'Europe avec un football total. C'est encore compliqué et c'est c'est sûr. normal. Mais si tu peux marquer quelques buts à domicile, tu peux avoir quelques victoires intéressantes. Voilà, ça peut lancer ensuite des mercatos plus intéressants, plus ambitieux. Et là, Ouais. l'objectif, c'est de prendre les points quand ils sont là et de lancer la machine. Ouais, tant qu'il y aura Kita, je suis pas sûr, hein, mais bon. On verra. Tiens, je sais pas si on se quitte là-dessus, mais je vous mets la banderole parce que j'ai trouvé ça rigolo. Voilà, c'est. Mais il a une connaît, Mostafa Mohamed, parce que Mostafa Mohamed, il a joué à Galatasaray. C'est là où moi je l'avais vu aussi. Euh, en partie, très très bon. Moi, j'aime beaucoup Mostafa Mohamed, hein. Ah oui. C'est quoi la bonne Non, rôle? c'est un très bon joueur. La banderole, en fait, c'est plus ou moins une BD où il y a Ah oui, marqué j'ai saison vu. de merde, je n'en reviendrai plus. En été, bah, bordel, ça me manque. Début de saison, on est nantais putain. Donc voilà, il est passé de tous ces états. C'est comme une drogue et je n'arrive plus à m'en passer. Voilà. C'est un beau stade, hein. Il y avait encore une belle ambiance. Il y a tout le temps une belle ambiance. C'est des matchs qui ne sont pas sexy, mais il y a tout le temps du monde. Il y a tout le temps une belle ambiance. Ils n'ont pas vu de foot depuis 6 ans, je pense. Mais c'est très très beau stade, des très beaux supporters. C'est un beau club, hein. Oui, c'est un beau club. C'est dommage que, voilà, il y ait si peu de football, on va dire. Exactement. Non, après, tout à l'heure, on parlait de Kita. Là, je viens de voir, en fait, je suis un peu. Alors, on sait que Nathan Zezé, lui, est parti pour 20 millions du côté de l'Arabie Saoudite. Tu perds Moses Simon, Douglas Augusto, Castelletto, Chirivella. En fait, vraiment, tu. Et même, tu vois, il est très souvent moqué, entre guillemets, mais tu perds aussi Palois. En fait, tu perds 90% de ton effectif de la saison dernière. Donc, tu récupères quand même 40 millions d'euros, ce qui n'est pas non plus refusable pour un club comme Nantes. De tes Clairement. Mais cadres. je viens de voir quoi. Aussi. Tes cadres surtout. Tes joueurs Ouais, bah ultra. oui, bien sûr. Et je viens de voir qu'ils ont dépensé que 4 millions d'euros. Oui, Donc, tu vends 40 millions pour récupérer 4 millions d'euros. oui, Enfin, mais pour dépenser, pardon, 4 millions d'euros. Kita, il te dira que c'est à cause des droits télé et il a besoin de Oui, mais trésor. quitte à tout le temps, au bout d'un moment, faut lâcher le truc, tu vois. C'est quand tu sais que ton club, ça fait des années qu'il est limite à chaque fois qu'on le condamne à aller en Ligue 2 et que pour une fois, tu peux vendre des joueurs.
et que là, tu es quand même un mercato à 40 millions d'euros que tu reçois. Putain, mais regarde les mercatos que font le Paris FC et tout. Genre, t'es Nantes. Tu vois, j'ai envie de dire, comme nos amis d'hôtel me le dire, on est Nantes, putain, bah là, c'est Nantes, tu vois. Genre, Nantes, ça attire. T'as la Beaujoire à vendre. Enfin, t'as plein de choses à vendre, tu vois, pour un joueur. Donc, ce que je comprends pas, en fait, ce qu'attend Kita, vraiment, c'est peut-être qu'il attend la Ligue 2 ou qu'on brûle sa voiture ou je sais pas, mais là, honnêtement, Bah, c'est incompréhensible de ce qui se passe. il attendait que l'OM lâche 40 millions sur Abilene. Oui, bah oui, bien sûr. Bah oui. Ah Comme ça, oui, il non, mais aurait c'est pu. connu, ça. Il aurait pu faire un transfert, Bah oui. tu vois. Bah oui, Honnêtement, je suis même pas sûr, hein. Je pense que sur les 40 millions qu'il aurait récupéré Il de aurait jamais. Ablin, je pense il aurait mis 39 millions dans sa poche, il aurait rebasculé 1 million sur un jeune prospect de quatrième division Non, thaïlandaise ou je sais pas où, mais c'était au moins pour le garder, parce que comme il a vendu tous les cadres, si en plus il vendait à Blin, c'était au moins pour le garder. Mais là, du coup, il est remplaçant, il rentre en cours de match. Vivement qu'il s'installe aussi, parce que tu peux pas t'en passer. Donc vivement que Castro le réintègre. Castro, il est très strict. C'est bien, c'est pour ça que les autres joueurs ont envie. C'est parce qu'il fait pas de passe droit. Mais vivement qu'il y ait des atouts un peu, parce que là, à part Mostafa Mohamed, servi un peu miraculeusement très bien servi même par Guirassy et Benatab qui arrive sur deux trois gestes, mais ça manque de qualité, ça manque d'individualité. Et tu peux ouais. pas faire des miracles. Et on verra, on va suivre ça. Et Moi, j'aime bien ce coach. il y a un commentaire hein, qui dit que sur le transfert d'Ablin, il y a 25% qui revenaient au Stade Rennais. Ah, c'est pour ça. Merci, merci Nat Pino. C'est pour ça alors qu'il demandait autant. C'est parce qu'il demandait du coup les 20-25 millions que vaut Ablin. Il les demandait pour lui et ça montait à 40 avec les 25% qui devaient revenir à Rennes. D'accord, c'est pour ça. Eh oui, 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 mais ça revient à ne pas le vendre. Quand tu estimes que du coup, tu dois récupérer au total 40 millions d'euros, ça revient à ne pas le vendre. Et au moins, il a, ou alors peut-être qu'il y avait un club fou qui aurait pu mettre 40 millions d'euros. Et dans ce cas-là, il l'aurait vendu. Mais ça revient à ne pas le vendre et au moins garder cet atout-là. T'as perdu, Ilan a fait la liste, tu as perdu tellement de monde qu'au moins, tu as gardé cet atout-là. c'est vrai. Merci. Si c'est possible, merci. Oui. La piste parce la qu'en plus plus, je viens de probable voir que aurait mais été ils l'ont un acheté club 10 millions anglais. d'euros. Ouais. Tu vois, ils ont Bah acheté oui. Ablin à 10 millions, donc forcément, il faut que tu le rentabilises un minimum. Plus, si tu dois 25% à Rennes, honnêtement, tu t'en sors plus, tu vois, tu dois le vendre limite pour 50 millions, sauf que, honnêtement, même 25 millions, je suis pas sûr qu'il est fou. Enfin, il y avait même personne pour Ablin à 25 millions. Déjà, c'était cher. Donc 40 millions, ça revenait à ne pas le vendre. En fait, il a acté le fait de ne pas le vendre. Il avait récupéré assez d'argent, comme tu l'as dit. Et donc, il voulait le garder au moins pour garder un Ouais. atout en plus. Seuls les Oui, clubs anglais peuvent dépenser autant pour un attaquant moyen. Et encore, un jeune même un club attaquant. anglais, je suis même pas sûr. Et même, club anglais, c'était 40 millions d'euros. C'est beaucoup trop cher pour un joueur qui a une demi-saison et quelques buts seulement. Il n'a pas explosé. Il est intéressant par son volume de course, par son volume de jeu. Et, moi, j'aime beaucoup parce qu'il dépense beaucoup d'énergie, il fatigue des défenses. Mais c'est encore à polir. C'est un joueur à 40 millions d'euros, c'est un joueur qui est fini. Là, c'est un jeune joueur, c'est un espoir d'ailleurs, c'est un international espoir. Donc il faut encore un peu de temps. Peut-être qu'il va les valoir un jour, c'est possible, j'espère. D'ailleurs, Si en ça parlant de fonctionne bien ça, sportivement avec Castro, il a mais aujourd'hui, été, non, ça il a été vendu combien, Mikotadze d'ailleurs? 30 millions. 35. Ouais, Mais donc Mikotadze, il a fait des saisons à 20 buts. Il 35, Miko, tu vends pas à Blin 40 hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Mikotadze, il a fait des saisons à 20 buts. Il commençait à être buteur avec Lyon. C'est pas pareil. Ah oui. Puis équipe nationale aussi. Mettre autant ce type de joueur, c'est un pari. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et un pari là, Parce que là, c'est même plus un ouais, pari, là, c'est 40 millions jeter de d'euros, c'est l'argent, pour là. un pari. Ouais, c'est ça. C'est 40 millions, il faut être un peu fou. Mais voilà, au final, ça revenait à ne pas le vendre et le garder. Tant mieux. Ça fait un atout. Il en reste tellement peu, j'ai envie de dire que bah, c'est bien de l'avoir gardé, quoi. Et on note aussi le match d'Anto Lopez, qui a fait un très gros match Ouais, c'est pour le vrai. coup. Ouais, Donc c'est vrai. Hum. c'est à noter qu'il était pas mal décrié il n'y a pas si longtemps. Il Après, à retrouve. juste titre, hein. Ouais, bah on l'a vu, hein. De toute façon, j'ai l'impression que physiquement il n'était pas prêt aussi, quoi. Ah bah Il oui. n'avait pas joué pendant des mois, etc. Donc c'est normal aussi que D'un côté, même, c'est compliqué. même pour un gardien, hein. Le mec qui a passé, ouais, le mec qui a passé 25 ans de sa vie à Lyon, etc. Tu vois, c'est toujours compliqué de Oui, bouger, même si le poste de gardien, entre guillemets, tu fais, entre gros guillemets, bien évidemment.
tu fais tout le temps la même chose, mais même il y a plein de choses qui changent, etc. Donc là, Je peux honnêtement, je t'en suis content parler, pour hein. Anthony Lopez. Il fait une. Parce Comment? que je peux t'en parler, hein, au poste de gardien, on sous-estime Bah oui, en plus. beaucoup l'impact du physique, hein. Si t'arrives pas à aller chercher un ballon dans ta lucarne, c'est parce que t'arrives pas à pousser sur tes jambes, hein. Donc c'est important aussi, hein. Les réflexes, ça se travaille, hein. Si ça fait des mois que t'as pas fait un vrai match, c'est pas pareil, hein. Non, donc c'est pour ça que je suis très inquiet quand même pour Nantes cette saison. L'année dernière, je les voyais vraiment se maintenir. Mais là, honnêtement, quitte à espérer le vendre pour combler le fait d'avoir récupéré 0 € sur Colomani à l'époque, c'était un peu comme. Ouais, mais après, il y a une différence entre Colomani et Ablin. Enfin, de tête, Colomani était plus buteur que Ablin. Oui, moi aussi je le Ah oui, vois top il avait fait buteur, une En plus, hein. meilleure c'est Colomani qui prennent la Coupe de France, non? Il était pas ouais, titulaire, Colomani, à cette époque-là? c'est- Ouais, tu vois, donc en plus, il y a le facteur. Donc, honnêtement, tu peux pas. Après, c'est Kita, tu vois, on connaît l'homme, mais tu peux pas, en fait, vouloir récupérer l'argent d'un joueur que tu as vendu gratuit par un autre. C'est impossible. Et encore plus quand la différence est aussi grande qu'est celle entre Colomani et Abim. De toute façon, ça ne peut pas être plus chaud que l'année dernière, Ilan. Je suis d'accord avec toi sur les inquiétudes, mais l'année dernière, ils se maintiennent à la dernière journée. Comment est-ce Eh que tu oui, peux être plus inquiet que ça de toute Oui, façon? c'est vrai. Donc, C'est vrai. alors, tu peux partir du principe que ça va couler bien plus tôt et il y aura plus d'espoir. Mais moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire quand même parce que le nouveau coach, parce que il arrive à concerner les joueurs, ils ont l'air d'avoir envie. J'ai envie d'y croire. Après, ça serait beau, hein. Ça serait beau parce que Nantes, c'est un monument du football français, tu vois. Ces derniers temps, on en a tellement perdu que. ouais, on verra bien, hein. Et honnêtement, cette année, j'y crois pas. Honnêtement, Ouais, j'y là, crois pas pour eux. je vois pas. Il n'y a pas d'arme en Après, on fait. verra, hein. Ça se trouve, pareil, il y a un mec qui va sortir de nulle part, qui va t'inscrire 15 buts cette saison et tu vas te maintenir. Mais Ouais, honnêtement, enfin, a j'y crois, j'y priori, crois. Pour moi, en fait, Titan, en vendant tous les joueurs qu'il a vendus et en réinvestissant à zéro, pour lui, dans sa tête, il se voit déjà en Ligue 2 la saison prochaine. c'est Honnêtement, je vois pas. exactement ce que je voulais dire, Nat Pino. Pour moi, le seul espoir de Nantes, c'est que les autres fassent moins bien. Ouais, moi, je suis le dernier optimiste, hein. S'ils ont pris ce coach-là qui est bon, c'est pour essayer, pour y arriver, hein. Sinon, tu prends, t'appelles Duprat, il connaît pas de schéma, il va insulter tout le monde et voilà. Si tu prends ce Le bon coach-là, vieux Pascal. si tu prends ce coach-là, c'est pour essayer de t'en sortir par une idée de jeu et là, on le voit par séquence et d'ailleurs, ça a pris déjà 3 points, c'est pas mauvais, hein. Ils ont joué le PSG et Strasbourg, donc c'est normal qu'ils n'avaient pas pris de points avant. Là, le match de leur championnat, ils l'ont gagné quand même. Donc, C'est vrai, non, moi je pense qu'il y a une porte ouverte. On verra. on Harvey verra. Elliott qui signe à Aston Villa. Harvey Elliott de Liverpool qui part du côté d'Aston Villa. Et Ederson, c'est officiellement à Fenerbahçe. Ok. Voilà. Les deux petites infos qui viennent de tomber. Bah, les amis, j'ai plus grand chose à vous dire, moi, parce qu'on a fait le tour de la Ligue 1, on a fait le tour de cette J3. Là, ça va être la trêve. On va avoir un live lundi prochain qui va être très intéressant sur Ouais. l'Euro 2025 féminin. Et ce sera avec plaisir que je vais accueillir Siani Dalmat Ah pour en oui, parler. Oui, Manu, si t'es dispo, n'hésite pas. tu es connu, tu es connu et reconnu maintenant. On se bouscule pour venir à ton émission. Bah, j'avais déjà toi, Manu, donc forcément, tu vois, c'est boule de neige. C'est ça, bon, bah, bravo, c'est très bien. Bah ouais, très content de discuter foot féminin avec Siani. Ça va être cool. On a déjà préparé les questions et voilà, évidemment, j'ai hâte d'être à lundi prochain pour en parler, mais déjà la trêve, entre-temps, la trêve internationale avec les matchs de l'équipe de France, avec notre Didier qui va nous sortir encore une compo intéressante, un nom pour noter. Rocambolesque. La première d'Akliouche. En plus, ouais, c'est vrai. Avec Liouche, ça c'est beau ça. Ça j'ai hâte, rien que pour ça j'ai hâte, Voilà, clairement. pareil.
Merci les amis. Merci d'avoir Merci passé. Nico. Eh ben, merci à toi, Nico. De Et rien. merci à toi, Manu, pour cette émission encore. Et bonne soirée à tous, j'ai envie de vous dire. Allez, Salut, salut, ciao. merci beaucoup.